Ça y est, c'est le mois de juillet, c'est les vacances, les oiseaux chantent, s'ils sont pas desséchés par la canicule, et on va pouvoir vous proposer des cahiers de vacances. Pourquoi est-ce qu'on vous propose des cahiers de vacances? Parce que c'est les vacances pour vous. Enfin, peut-être pas, en tout cas, moi je suis pas en vacances pour l'instant, j'imagine qu'il y en a plein qui sont pas en vacances, mais vous allez peut-être prendre des vacances dans l'été, et nous aussi, et pour pouvoir prendre des vacances, on vous propose d'avoir peut-être une quinzaine ou une vingtaine de capsules qu'on va vous réintroduire à chaque fois pour vous remettre dans l'époque où elles sont sorties et que nous, on considère importantes pour que vous puissiez soit les découvrir si vous êtes arrivé entre-temps ou si vous ne les aviez pas vues à l'époque, soit les revisionner parce qu'on considère que ça peut permettre d'avoir des armes pour la rentrée politique. Il y a, vous savez, parfois des choses qu'on peut lire pendant les vacances pour pouvoir avoir un petit peu plus d'esprit critique. Et il y a aussi des vidéos qu'on peut voir ou revoir. Et celle d'aujourd'hui en fait partie. On va parler d'une capsule qui a marqué l'année 2025. Moi, c'est l'une de mes capsules préférées de toute la chaîne, qui est celle sur Sandra Lucbert, qui était passée chez Dany Heraz. C'était l'époque où dans la Zoaprod, il y avait encore Dany, il n'y avait pas encore eu toute l'histoire avec Mediapart, qu'on a aussi traité d'ailleurs, si vous voulez aller voir sur la chaîne, vous pouvez. Et donc Sandra Lucbert était passée pour parler de son livre qu'elle a écrit avec Frédéric Lordon, qui s'appelle Pulsion, sur une relecture de la psychanalyse, et donc une lecture qui se veut matérialiste, c'est-à-dire pour elle et pour Frédéric Lordon, spinoziste de la psychanalyse. Elle s'était directement opposée à nous, en nous tapant dessus un peu, en expliquant qu'on était des marxistes rabougris, qui ne pensions pas l'individu et la complexité qu'il pouvait y avoir justement chez l'individu, en le réduisant toujours au groupe social, à dire que c'était au fond pas important. Et nous, on avait réagi du coup à ces propos parce que personnellement, le marxisme, c'est quelque chose que j'ai beaucoup abordé par le biais justement de l'individu et de la psychologie. Moi, c'est quelque chose qui m'a passionné et qui me passionne toujours, donc c'était assez faux de sa part de dire ça. Et sur le plan épistémologique, j'ai une opposition avec la psychanalyse et notamment le fait de considérer l'individu comme premier, ce qui est quand même toujours sous-jacent aux approches psychanalytiques, c'est-à-dire qu'en dernière instance, on ne pense pas le sujet collectif, mais on pense le sujet individuel. Et donc, je vous laisse regarder cette vidéo. Vous allez peut-être apprendre des choses, en tout cas je l'espère, sur les rapports entre l'individu, la société, le groupe, et vous allez apprécier le clash, parce que les gens aiment bien aussi les clashs. Je vous dis bon visionnage et bonnes vacances. Sandra Lucbert nous traite de marxiste couteau suisse althusserien. Elle a été invitée au Zawa Show, en fait, dans une interview avec Ilyes et Dany, où elle va revenir sur son dernier livre, Pulsion. Elle va nous parler de marxisme, de psychanalyse, expliquer pourquoi elle n'est pas d'accord avec nous. Vous vous souvenez, on avait fait cette capsule qui s'appelait Lordon nous traite de marxiste congélateur, je crois, ou un truc comme Lordon ça, nous ou nous clash. clash. Un truc du style. Ça leur avait pas trop plu. Et puis, Sandra Lucbert avait fait un article dans Lundi Matin où elle avait dit que c'était un peu misogyne parce qu'on avait répondu qu'à Lordon et pas à elle, et qu'on l'avait invisibilisé par rapport à son travail dans son livre. Déjà, moi, si elle l'a vécu comme ça, dans tous les cas, je m'en excuse, hein, c'était pas du tout le but, mais on va pouvoir aussi parler de tout ça parce qu'elle y revient là-dessus et elle reparle de notre misogynie inconsciente, de choses comme ça. Donc, on va faire cette capsule pour parler de théorie, de marxisme, de psyché, de la différence entre la vision psychanalytique de la psyché, notre vision à nous de la psyché, et puis répondre aussi à cette histoire d'invisibilisation et parler un petit peu de ce qu'il s'est passé. Chris, comment ça va, toi ? Ça va bien, ça va très bien. Content de parler de marxisme avec toi, parce que c'est pas souvent. Et je voulais quand même faire une petite précision avant qu'on démarre. Effectivement, comme toi, si Sandra Lucbert s'est sentie invisibilisée ou violentée par le fait qu'on n'ait répondu qu'à Frédéric Lordon, ben je tiens à m'en excuser aussi. Des fois, on n'est pas toujours conscient de ce qu'on fait, donc pas de problème. Oui. Oui. Bah, surtout qu'en plus, ce qu'elle raconte dans son article de Lundi Matin, c'est que c'est arrivé dans plusieurs conférences, dans plusieurs choses. On dit c'est le Il n'y livre avait de pas que Lordon, nous. machin. Et donc, du coup, ça crée un phénomène qui est, je pense, assez spécifique aux femmes et qui lui arrive plusieurs fois. Et donc, forcément, je comprends la Il n'y avait critique. pas dans tous que les cas. nous, effectivement, dans l'article, tu fais bien de le rappeler. On était inclus dans plein de fois où les gens voulaient mettre Lordon en avant elle. Donc, Ouais. Donc, on va réagir à tout ça parce que c'était assez intéressant et ça montre bien les différences entre nos deux approches et ce qu'elle en dit. Alors, je pense que ce qu'elle en dit, des fois, c'est un petit peu caricatural, mais justement, on va pouvoir répondre.
un des débats qui traîne actuellement sur Internet, c'est de dire ouais, ok, c'est bien mignon, mais on va pas commencer à expliquer le capitalisme autrement qu'à travers justement des rapports de production, des rapports de force historiques, et que quand on commence à parler de désir, de pulsion ou d'affect, alors là, ça les répugne. Et ils sont en mode non, c'est pas comme ça qu'on va expliquer ce qu'est le capitalisme. Oui, en effet. Dany, sa question est assez mauvaise parce que je pense pas que Lordon et Lucbert, leur but soit d'expliquer le capitalisme par la pulsion et le désir, mais plutôt la psyché humaine. Déjà, c'est quand même d'expliquer le fascisme. Parce que je rappelle quand même que c'est des choses dont ils ont dit dans leur conférence. Je rappelle aussi que c'est des choses qui sont dans leurs livres, que j'ai lus et que j'ai même relus. Et surtout là, la question, elle est mauvaise. Ça nous répugne. Non, mais nous, il n'y a rien qui nous répugne. Les affects, le désir, ça nous répugne pas. On se réveille pas le matin avec la nausée parce que quelqu'un a cité le mot affect ou désir. C'est juste qu'on considère que c'est inefficient. C'est pas une bataille sur le dégoût ou le goût. Hein. On est dans la théorie, on essaye de penser le monde, donc on n'est pas dans la distinction culturelle de leur petit public qui aime se positionner culturellement en accumulant des savoirs et des citations. Nous, ce qu'on considère, c'est que les affects, le désir sont des catégories et des structures significatives, des concepts qui sont au mieux dépassés, ça veut dire qu'ils ont été utiles à un moment, et c'est ce qu'on peut rendre grâce à Spinoza, au pire, inefficients ou inutiles. Voilà, donc il n'y a pas de goût ou de dégoût, il faut juste se calmer avec ça, quoi. Inutile pour la compréhension du monde politique, parce que c'est bien ça, hein, quand on essaie d'expliquer... Moi, je vais aller plus loin pour la compréhension tout court. Quasiment de tout. Oui, mais là, voilà. la question, c'est notamment sur le fascisme et sur des choses comme ça. Ah ouais, tu encore vois, plus, encore expliquer, par exemple, on en parlait l'autre jour, expliquer, par exemple, le génocide en Palestine. Nous, on dit la compréhension du désir ou non des acteurs qui vont faire le génocide, ça ne change rien. Ça ne change rien, c'est-à-dire que c'est pas ça qui nous permet de comprendre le génocide en Palestine. Je te l'accorde, effectivement. J'ai des amis qui n'aiment pas les huîtres. Effectivement, la catégorie de dégoût et d'affect peut, à la rigueur, sur les huîtres, fonctionner. Voilà, je te rends un petit peu plus... un petit peu moins rigide. Allez, c'est parti. Le débat là sur Internet avec ces marxistes qui considèrent que le matérialisme est une science intégrale et qu'on peut tout expliquer avec Marx, moi je les appelle... C'est très très bizarre là qu'elle clash le matérialisme parce que tu sais, Pulsion, ils ont dit on a essayé de faire une psychologie matérialiste. Et là, elle nous reproche de vouloir faire du matérialisme. Et c'est vrai que moi, c'est un reproche que j'avais à faire à leur livre, c'est qu'il est purement spéculatif. C'est-à-dire qu'ils ne s'appuient que sur des expériences de pensée qu'ils font eux-mêmes ou des cas cliniques qui dans l'histoire sont bien souvent bidonnés. On sait que les cas cliniques, c'est le plus bas niveau de preuve parce que moi j'en ai déjà fait des cas. Quand tu fais un cas clinique, t'as tendance à vouloir l'embellir pour qu'il colle à ta théorie, tu vois. Et donc du coup, il y a beaucoup de spéculation dans les cas cliniques. Et c'est pour ça que quand on fait des sciences expérimentales, on essaie d'avoir un gros nombre de cas pour faire des groupes qui lissent la probabilité que le truc soit bidonné. Et toute la problématique de dire on fait une psychologie matérialiste et on réduit le matérialisme juste au fait qu'on se base sur des catégories spinozistes mais où on va jamais chercher des sciences expérimentales alors qu'on travaille sur le sujet humain quand on parle de psychologie, c'est désastreux parce que pour essayer de comprendre le sujet humain, on doit toucher à plein de choses. On doit toucher à la fois de la sociologie, à la fois à, je sais pas, des comportements qui sont hérités des primates par exemple, à des expériences cliniques et expérimentales sur des humains en chair et en os, des enfants, des adolescents, des adolescentes, des adultes, enfin voilà, tout ça est important. Et je pense que aujourd'hui, penser la psychologie en matérialiste, ça ne peut pas être fait à partir de la spéculation et de cas cliniques choisis pour coller à sa spéculation. Ça, c'est désastreux. Et je dis pas ça pour taper sur eux, je dis ça parce que c'est dangereux pour à la fois les conséquences politiques qu'on va en tirer et les conséquences cliniques en tant que psychiatre. C'est-à-dire que moi, je pense que la psychologie, ça a quand même pour but, en dernier lieu, d'essayer d'aider des gens qui vivent mal quelque chose à moins le vivre mal, tu vois. Et si on se base jamais sur le concret, eh ben, on va pas y arriver, en fait. C'est tout le problème. D'accord, en plus, comme tu dis, c'est purement spéculatif, c'est de l'imaginaire et on essaye de répondre par l'imaginaire à une angoisse purement concrète. Moi, je vais même aller plus loin là, quand on dit c'est marxiste sur Internet qui pense que le marxisme peut tout expliquer. Alors oui, je suis désolé, hein, mais là, c'est pas des marxistes sur Internet. Quand on est sérieusement marxiste et qu'on n'est pas marxien, marxisant, ou qu'on n'est pas je reprends des catégories de Marx pour les inclure. Non, quand on est sérieusement marxiste, on considère que c'est une science intégrale. C'est l'histoire même du marxisme. Hein. C'est pas nous, avec Padu, qui l'avons décidé sur Internet. Tous les gens qui ont essayé de faire avancer le marxisme après Marx, c'est-à-dire les gens de la Seconde Internationale, après il y a des débats entre eux. Hein. Tu sais très bien que je déteste Plekhanov, que je déteste le Lénine de matérialisme impériocriticiste, que j'adore le Lénine de cahier philosophique, que j'adore le Lukács de 23, que j'aime pas le Lukács de destruction de la raison, que j'aime Goldman, que toi t'aimes Sèvres, qu'on déteste Althusser, on y reviendra. Il y a plein de débats, mais tous les gens qui se sont inclus
sérieusement dans le marxisme ont considéré que c'était une méthode de compréhension intégrale de l'humanité, c'est-à-dire de la totalité de la société. Donc déjà attaquer là-dessus en disant il n'y a que nous, s'il n'y a plus que nous qui sommes réellement marxistes, je ne vais pas le prendre comme une insulte, je vais le prendre comme un compliment. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Voilà. C'est exactement comme si elle avait dit les rationalistes au XVIe siècle, bourgeois, considèrent que la raison peut tout expliquer. Ils ne font pas assez intervenir de l'épistémologie magique pré-rationnelle qu'on trouvait dans le thomisme ou dans l'augustinisme. Effectivement, quand tu viens de Spinoza, tu sais que tu ne vas plus pouvoir utiliser les catégories de la Torah ou de la Bible, Sandra. Donc, effectivement, il y a des batailles épistémologiques et des batailles de vision du monde. On est désolé, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Effectivement, à l'université, comme la lutte des classes se résume à la salle de classe, les luttes sont un peu moins intenses, mais nous, on est là pour rappeler que les batailles épistémologiques sont des batailles de sujets collectifs et de lutte entre classes. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière cette accusation de science totalisante, il y a cette accusation un peu qui est classique chez les anticommunistes de totalitarisme. Tu vois. Quand tu dis peut tout expliquer, ça ne veut pas dire explique tout. Et justement, Lucien Sèvres, il le rappelle bien dans Marxisme et théorie de la personnalité. Il dit on ne va pas extraire une psychologie du marxisme, parce que ça, ce serait dogmatique. Et c'est pour ça que lui, il parle de psychologie articulée sur le marxisme. Il dit il y a de la biologie, il y a des choses. Là, le marxisme est l'espérance, on va dire, d'une totalité en construction qu'est la société. Étant donné que la société est tout le temps en train d'évoluer, le marxisme n'explique jamais tout. Et on pourrait même le dire, le marxisme est toujours pas assez total, parce qu'il n'arrive jamais à expliquer cette totalité qui est en cours. Mais il est l'espoir de celle-ci. Et c'est quand même ça qu'il faut comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on va tirer dans Marx des catégories marxistes. Je l'avais déjà dit en plus dans la capsule. Alors je ne sais plus si c'était en réponse à Wissam ou en réponse à Frédéric Lordon. Je parlais justement de ça chez Sèvres. Il le dit clairement. Lui, il parle de juxtastructure. Il dit en gros, on a un pied dans la société, un pied dans le biologie. Et en fait, c'est l'interaction des deux. C'est plus compliqué que ça. Et donc voilà, il ne faudrait pas penser qu'on ait des espèces de dogmatiques qui est allons relire les tests sur Feuerbach pour trouver une psychologie là-dedans. Oui. Par contre, on peut s'appuyer sur l'épistémologie marxiste pour savoir comment on va penser cette société, comment on va penser le rapport entre la société et l'individu, comment l'individu et l'intériorisation de la société, tout ça, ça se trouve par exemple chez Vygotsky, très bien. Mais Vygotsky, il fait des expériences concrètes, c'est-à-dire qu'il a cette épistémologie marxiste en tête, il a même tout un rapport à Spinoza et tout, Vygotsky, c'est quelqu'un qui est extrêmement érudit, et il va aller chercher après dans le concret pour voir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, pour essayer de s'adapter à l'objet concret. Les marxistes disent, alors je ne sais plus dans quel livre de Marx, quand il parle de logique spéciale de l'objet spécial. C'est toujours s'adapter au concret, parce que sinon, justement, on serait des dogmatiques, tu vois. Mais ça tape un petit peu à côté, je trouve, comme argument. C'est comme on disait tout à l'heure, que la raison et le rationalisme occidental bourgeois aient pu expliquer énormément de choses dans sa révolution au XVIe et XVIIe siècle. Ça ne veut pas dire qu'il a tout expliqué depuis, mais ça veut dire que quand aujourd'hui, et ce qu'on appelle la science, qui est la science épistémologique rationnelle, tombe sur un nouveau problème, elle essaye de le résoudre avec les catégories qu'elle a déjà résolues. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus, en science, vous dire « Ah bah ça, on ne sait pas comment ça marche, on n'a pas d'explication, donc on n'a qu'à dire que c'est Dieu. » Tu vois, donc on n'a qu'à dire que c'est de la magie. Bah non, ça marche pas comme ça. Et ben nous, en marxiste, quand on tombe sur un problème, on se dit comment nos catégories de la lutte, de la contradiction, de la dialectique, du sujet collectif, de la conscience possible, etc., vont nous permettre d'expliquer ce nouveau problème. Des fois, on va échouer. Mais on n'a pas le droit de mobiliser des catégories extérieures et contradictoires. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, par exemple, de faire rentrer soit du matérialisme mécaniste, soit de l'idéalisme. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, tu as commencé ta capsule en disant que Sandra Lucbert, elle se propose de faire une psychanalyse matérialiste. Alors, il faut comprendre que eux, quand ils entendent matérialiste, ils l'entendent au sens de Spinoza, ce qui n'a rien à voir avec le matérialisme de la matérialité concrète chez Marx, dans le marxisme. Eux, c'est un matérialisme bourgeois, quoi, rationaliste. Et comme tu dis, à la fin, ils n'y arrivent pas. À la fin, ils sont obligés d'être dans la spéculation, c'est-à-dire de faire rentrer de l'idéalisme, faire rentrer de la mythologie, du mythe, de l'imaginaire, parce qu'ils essayent de régler un problème qui non seulement n'a pas été résolu par les catégories qu'ils mobilisent, mais qui en plus a été résolu par nos catégories. Moi, je les appelle le marxisme couteau suisse. Parce que Marx doit servir de tire-bouchon, de lime à ongles, de peigne, de couteau à huître. Mais c'est absolument ridicule, quoi. Donc, c'est ça le principe du débat. Il y a quand même des gens dans ce public qui applaudissent ça et qui vont ensuite applaudir Anas Kazib sans comprendre qu'ils ont applaudi une attaque contre ce qui permet à Anas Kazib d'être révolutionnaire. Mais c'est ces gens-là qui nous donnent des leçons.
Surtout que, encore une fois, c'est des vieilles thématiques anticommunistes de la guerre froide, de dire voilà, les marxistes sont totalitaires, ils essaient de tout expliquer, ils sont réductionnistes, économicistes, et puis en fait, c'est des moines, et puis ce qu'ils expliquent, c'est trop compliqué pour les ouvriers qui seraient des teubés, qui pourraient pas comprendre. Tu vois. C'est toujours les mêmes attaques depuis très longtemps, et je trouve ça un peu bizarre, parce que eux, ils mobilisent Spinoza pour essayer d'expliquer des choses, et pourquoi pas. Moi, je suis contre parce que j'ai une critique de ce spinozisme. Mais je suis pas contre le fait qu'ils essaient de mobiliser Spinoza pour faire de la psychologie. Pourquoi pas, tu vois. Spinoza, il a une épistémologie particulière, rationaliste bourgeoise. On peut essayer de faire de la psychologie avec ça. Nous, on a une épistémologie particulière qui est matérialiste dialectique. On la mobilise pour essayer de résoudre des problèmes qui sont le problème de la psychologie, tu vois. Je vois pas le souci avec ça, tu vois. Déjà, quand on est marxiste, on reconnaît la puissance qu'a pu avoir l'épistémologie bourgeoise. C'est pas un rejet catégorique, c'est un dépassement. Ensuite, quand tu parles de Vygotsky et Spinoza, il y a un très beau livre de Pascal Sévrac qui s'appelle Puissance de l'enfance, Vygotsky avec Spinoza. Bon, c'est dommage parce qu'il y a plein de livres de Sévrac dans la bibliographie de Pulsion, mais il n'y a pas celui-là. Ça aurait pu permettre quand même un petit peu de contrebalancer la puissance du marxisme, mais celui-là, il a été oublié, paradoxalement. Inconsciemment, je dirais. On l'a dit tout à l'heure, quand on essaye de penser le marxisme, on considère que c'est quelque chose qui va englober le rationalisme bourgeois, mais en même temps l'étendre et le dépasser. On a fait le parallèle avec Newton et Einstein. Quand vous mobilisez la relativité restreinte d'Einstein, vous ne remettez pas en question Newton, vous dépassez les limites de Newton, et donc vous pouvez faire avec Einstein tout ce que vous faisiez avec Newton. La réciproque n'est pas vraie. Vous ne pouvez pas faire avec Newton que Einstein fera. Voilà. Donc nous, ce qu'on dit dans le marxisme, et ça a été tout le débat des marxistes, etc., c'est de dire la pensée marxiste et l'épistémologie marxiste peut plus que le rationalisme bourgeois. C'est-à-dire, là où le rationalisme bourgeois n'est pas capable de comprendre les sujets collectifs, la lutte des classes, la conscience collective, la conscience possible, le marxisme va l'intégrer. Mais il ne va pas rejeter tout ce que faisait avant le rationalisme bourgeois. Donc c'est pour ça que les penseurs comme Spinoza, Hegel, Descartes, etc. sont considérés comme une filiation dans le marxisme. Parce que c'est des gens qui ont commencé à mobiliser des catégories. Mais le marxisme considère qu'il va pouvoir, comme Einstein avec Newton, refaire tout ce qu'il a fait, et faire plus. Et ben voilà ce que c'est le marxisme. Et on n'a pas besoin... C'est d'ailleurs la marche de la science, hein. Exactement, c'est d'ailleurs la marche de la science, c'est pour ça qu'on dit que c'est une science totale. Personne ne voudrait dire « Ah là là, mais la raison serait une science totale, il faudrait refaire intervenir de la magie », c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc plus personne ne ferait ça sur toutes les disciplines universitaires. Il en reste une, effectivement, quand on la mobilise, à qui on dit « Non, 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 vous, c'est pas possible », bah, c'est le marxisme. On sait très bien pourquoi. Parce que le mode de production est en crise, le prolétariat dominé et violenté pendant cette crise va tendre à vouloir se libérer et il va falloir lui enlever ses armes. Et le marxisme en est la principale. Donc non, c'est pas un couteau suisse, Sandra, c'est un AK-47. Un exemple qui sera à partir du procès Mazan, pour utiliser des exemples concrets. Il s'enferme dans la même erreur symétrique que celle de la psychanalyse individualiste, que je vais ici décrire en la personne d'Elisabeth Roudinesco. Je ne sais pas si vous voyez qui est cette personne. Non. C'est la gardienne du temple de la psychanalyse bourgeoise, blanche, patriarcale. Par exemple, dès qu'il y a de la psychanalyse décoloniale, elle attaque dans Le Monde, etc. Et là, au moment du procès Mazan, elle a jugé utile de faire un texte pour dire que les féministes se trompaient et que les viols de Mazan ne révélaient pas les logiques du patriarcat. Son explication, c'était de dire ces hommes ne sont pas des hommes random, ils ne sont pas représentatifs d'une structure sociale, ce sont des hommes qui individuellement ont une structure qu'en psychanalyse on appelle perversion. Alors évidemment, elle ne comprend absolument pas qu'il y a une structuration des rapports entre les deux genres qui fait que dans le patriarcat, le genre... Ça c'est intéressant parce que c'est même le problème de la psychologie en général, hein, d'individualiser des phénomènes sociaux en disant ah bah non, cette personne-là, en fait, si elle n'est pas efficace au travail, c'est parce qu'elle est en burn-out. Mais pourquoi elle est en burn-out? Enfin, tu vois, c'est le serpent qui se mord la queue, tu vois. Et donc ce qu'elle pointe, c'est tout à fait réel. C'est vrai pour la psychanalyse individualiste, ce qu'on pourrait dire la psychanalyse, hein, parce que la psychanalyse non individualiste, je ne sais pas ce que c'est. Et pour toute une partie de la psychologie, les courants majoritaires, le DSM et tout ça. Hein. Tu viens de pointer un truc que je voulais dire. Elle parle de psychanalyse individualiste. Qu'elle va faire une psychanalyse collective, ça va être compliqué. Ça va être compliqué quand tu fais un livre qui parle de l'histoire d'un bonhomme qui s'appelle Modus et tout, et que tu montres le développement individuel d'un sujet, tu t'enfermes dans un modèle abstrait et spéculatif du sujet individuel. Et c'est bien le problème, et c'est ce qu'ont toujours critiqué les marxistes qui s'intéressaient à la psychanalyse et à la psychologie, notamment Politzer, quand il disait la psychologie, genre, je sais plus si c'est la phrase exacte, c'est genre la psychologie ne détient nullement le secret des faits psychologiques, parce que ce secret n'est pas d'ordre psychologique, tu vois. Le secret de la psyché individuelle humaine, c'est qu'elle est issue de la collectivité humaine. Et c'est ça que dit Marx dans la 6e thèse sur Feuerbach quand il dit l'essence humaine, c'est l'intégralité des rapports sociaux. C'est-à-dire une espèce de totalité en devenir qui sont incorporés dans des individus.
Et c'est ça qui est intéressant. Pourquoi on a eu un spinozisme mécaniste d'abord? Il est entre les deux, hein, Spinoza. Pareil, je peux citer Sévrac, qui fait des choses intéressantes là-dessus. Mais ils connaissent Sévrac, donc ils devraient le savoir que Spinoza n'est ni vraiment idéaliste, ni vraiment matérialiste, mais il a quand même un déterminisme, une pensée qui nie le sujet. Kant va réintroduire le sujet, va essayer de réintroduire le sujet, parce que pour comprendre comment se fait l'histoire, tu es obligé d'avoir un sujet de l'histoire, tu es obligé d'avoir quelqu'un qui fait. Alors il va buter, il va bien comprendre la finitude et l'impossibilité des individus ontologiquement réels, c'est-à-dire des individus comme toi et moi. Parce que, rappelons-nous qu'il n'y a que ça qui existe de manière ontologique, des individus. Voilà. Mais il va essayer de comprendre comment ces individus limités dans le temps, dans l'espace, dans leurs possibilités, arrivent à construire des faits sociaux et des faits culturels aussi importants. Donc il va construire, comme dirait Goldman, ce monstre idéologique, l'ego transcendantal. Il va essayer d'inventer un sursujet capable d'expliquer justement la mécanisme de l'histoire, etc. Et puis Partagé ensuite, par tous les êtres humains. partagé par tous les êtres humains, etc. Voilà, l'ego transcendantal. Et puis, Hegel va pousser plus loin, il va carrément en faire une espèce de chose partagée et téléologique qui sera l'esprit absolu. Marx dépasse ce problème-là. Dépasse ce problème de, à un moment donné, je suis mécaniste parce que je dois prévoir les mouvements de la Terre et des corps célestes, etc. Et à un moment, je suis idéaliste parce que je suis obligé de comprendre l'histoire. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le matérialisme dialectique. C'est que il va reprendre ça, il va dire, non, il y a bien des contradictions, etc. Mais entre des vrais sujets, qui ne sont pas des sujets individuels, mais des sujets collectifs, qui ne sont ni l'ego transcendantal hors du monde kantien, ni un esprit absolu, total, téléologique, hegelien. Il y a des vrais sujets collectifs, et des sujets collectifs, ça c'est des choses qu'on peut comprendre parce que ça passe par notre être ontologique individuel et notre conscience, c'est des sujets de coopération. Et Marx va dire, voilà, les sujets de l'histoire, c'est ça, une des plus grandes phrases de Marx et du marxisme, qui définit l'épistémologie marxiste. Toute l'histoire des hommes n'a été que la lutte des classes. C'est un postulat épistémologique. Ça vous dit, quand vous voulez comprendre un fait social, demandez-vous quelle lutte il y a derrière. C'est ça qui vous dit Marx. Et donc, quand il dit lutte des classes, il parle de sujets collectifs. Et donc, ça veut dire, quand vous voulez comprendre une explication sociale, un fait social, et même un fait individuel, posez-vous la question de quelle classe concrète, quels sujets collectifs sont en train de se battre et imprègne en vous des catégories, des structures mentales, des rapports au monde, des manières d'agir, etc. C'est ça que dit le marxisme. Et là, on a quelqu'un en face de nous qui nous dit la lutte des classes, la lutte des sujets collectifs, je vais faire 100. Eh ben, on t'écoute, Sandra, vas-y, explique-nous comment tu vas faire 100. Homme est autorisé à considérer les femmes comme des objets. Nous, on appelle ça dans le livre des objets disposables, c'est-à-dire des objets dont on n'a pas à se soucier de la vie. C'est pour ça qu'on les sédate, qu'on les pénètre dans leur sommeil, etc. Donc, elle, par exemple, elle ne permet pas d'expliquer pourquoi on ne voit pas les mêmes phénomènes massifs où des femmes se réunissent sur des groupes Telegram à 50 000 pour s'échanger des tips, pour savoir comment elles vont sédater leur compagnon, le sodomiser pendant son sommeil, etc. Jamais cette femme ne pourra nous expliquer pourquoi ça n'arrive pas. Parce qu'elle ne comprend pas que les structures sociales, en fait, donnent des autorisations différentes aux différents protagonistes du corps social. Mais inversement... Là, on revoit, juste avant qu'elle nous fasse la critique, on voit quelque chose d'assez notable, vous devez toujours regarder ça. Souvent, les intellectuels progressistes de gauche, parce qu'encore une fois, là, on parle de Sandra Lucbert. Sandra Lucbert, c'est une camarade, c'est pas le souci. Mais par contre, elle attaque le marxisme, on lui répond, oppose structure à individu. Alors, c'est ce qu'elle va nous reprocher, mais c'est intéressant parce qu'elle dit Amazon. Il y a des gens, ils peuvent s'autoriser d'être sur un groupe Telegram pour sédater des meufs et tout. Ces gens-là, c'est des hommes. Et elle dit, il y a la structure patriarcale et ces individus hommes. Mais ce qu'elle rate, c'est le sujet collectif des hommes. Exactement. C'est parce qu'ils appartiennent au sujet collectif des hommes, où il y a une coopération entre hommes. Et en fait, faut jamais penser que la structure, c'est un truc qui est au-dessus de notre tête et qui pourrait nous tomber dessus, comme pensaient les Gaulois, non, mais qui est comme ça au-dessus de l'individu. Les structures, ce ne sont que des habitudes de coopération fonctionnelles à l'intérieur de la totalité de la société, donc d'un sujet collectif. Mais elle le dit. Ah, mais nous, en fait, on est très intelligents dans notre psychanalyse matérialiste. On dit, il y a la structure patriarcale qui a mobilisé ces gens. Ben, très bien, mais quand tu as fait ça, là, ce qu'elle vient de faire, moi, je demande aux gens, qu'est-ce qu'elle vient d'expliquer ? Là, elle vient juste de rajouter une catégorie comme ça, boum, au hasard, le patriarcat qui peut être très efficient, etc. Mais qu'est-ce qu'elle vient expliquer ? Comment cette structure patriarcale, elle est arrivée là ? Comment elle va disparaître ? C'est du pur postulat. On va être d'accord pour dire que à Mazan, il y a des gens qui agissent en homme, en masculin, violent et qui réifient le corps des femmes. Parce que on pourrait aller là-dessus aussi. Mazan,
considérer que c'est que du patriarcat, c'est aussi un peu de la paresse intellectuelle. Le rapport à la marchandise, à la réification qu'on a chez des hommes qui passent leur temps sur Internet à chercher des femmes, à en parler comme des objets, etc. Je pense qu'il faudrait aller du côté du fétichisme de la marchandise. Mais ça, pareil, il faut connaître un petit peu l'histoire du marxisme. Et la réification, Lukács, c'est-à-dire comment on fait en sorte que des rapports sociaux ou des individus soient transformés en choses. Là, l'explication marxiste va dire, ben oui, c'est des individus qui ne sont pas simplement pris dans leur pulsion individuelle ou dans leur généalogie individuelle, ils coopèrent à des sujets collectifs masculins. Voilà. Il faudrait regarder quelle classe ils appartiennent, etc. Fétichistes, voilà, de la marchandise, et à un micro-sujet collectif d'acteurs, d'un forum, etc. C'est aussi une coopération de sujets collectifs. Et ça permet de réintroduire l'activité de l'individu. Voilà. C'est-à-dire que là, tu nais, et puis dans ta famille, dans machin et tout, il y a différents sujets collectifs, des hommes, des femmes et tout, qui coopèrent pas pareil, qui te considèrent pas pareil si t'es un homme ou si t'es une femme, et donc qui te permet pas les mêmes choses. Et tout ça va inclure en toi des structures mentales masculinistes. Et des structures mentales de la culture du viol. Et tout ça a une histoire, et même le langage, et ça on peut lui donner le point, mais je suis toujours été d'accord avec ça. L'histoire du langage et de ce que porte le langage a aussi un rapport avec ça, et entaché de patriarcat et de masculinisme, ça y a aucun souci. Mais si on comprend pas la catégorie du sujet collectif et qu'on fait qu'opposer structure et individu, ben on comprend pas comment ça marche en fait. Voilà. Alors que la structure, c'est qui permet de décrire le sujet collectif. Ouais. À la fin, il n'y a que des sujets individuels. On l'a dit, on l'a redit, on l'a dit plein de fois. Les structures ne descendent pas dans la rue. Hein. C'est une phrase de Lucien Goldman. Et moi, je vais aller à un truc là. Cette genèse-là des structures mentales, elle est immanente. Le fait de participer tout de suite maintenant à une coopération vous donne tout de suite des structures mentales d'une certaine manière. Si je prends un ouvrier là, et que par la magie, demain, c'est possible, hein, je le transforme, c'est-à-dire, je lui donne un héritage ou quelque chose, en petit bourgeois ou en bourgeois, en quelques jours, il va agir comme un bourgeois. Il n'y a pas besoin d'une genèse de sa famille qui lui a dit, etc. Pourquoi ? Parce que les individus ont un rapport immanent aux choses qu'ils produisent tout de suite et maintenant. La conscience n'est toujours que projective. Ce n'est pas possible d'être conscient au présent. Ouais. Vous êtes conscient pour demain. Ah, demain, faut que j'aille au boulot, faudra que je fasse ça, j'ai telle réunion, machin. Vous êtes conscient pour hier. Ah, hier, il y avait cette réunion qui s'est mal passée, etc. La conscience est toujours un déplacement de l'instant immanent. Husserl, il appelle ça le présent vivant. Et tu sais, il te dit, le présent, c'est toujours la rétention du passé et la protension dans le futur. Et donc, il est jamais vu comme étant un espèce de présent fixe, comme un seul point, quoi. C'est impossible. Et c'est pour ça que, justement, quand vous agissez, maintenant, vous n'agissez pas par rapport à tout ce que vous avez accumulé. Et c'est pour ça que, justement, les classes fonctionnent. Les individus à l'intérieur sont mobiles, mais les classes fonctionnent. La coopération de classe est quelque chose de fixe. C'est toujours la même chose. C'est pour ça que Marx est toujours performant aujourd'hui pour expliquer le rapport bourgeois-capitaliste. Mais les individus, ils vont passer de la classe prolétaire à la classe bourgeoise, etc. En une fraction de seconde, dès que vous passez d'une classe à une autre, vous adoptez les structures mentales, vous êtes bourgeois, dès le lendemain, vous avez beau avoir pu militer toute votre vie pour la hausse du SMIC quand vous étiez ouvrier. Si demain on vous met dans une position de bourgeois, même si vous n'avez aucune accumulation de votre famille, de vos amis, de ceci, de cela, de papa, de maman, comme va le faire le rapport psychanalytique, le fait même de participer à une classe, à une coopération bourgeoise, eh ben vous allez adopter les structures mentales bourgeoises en une fraction de seconde. Pourquoi ? Parce que votre vie en dépend. Parce que votre vie en dépend. Quand on parle de rapport de production matérielle et qu'on dit que c'est fondamental, c'est de rappeler qu'à la fin, les individus tentent de se reproduire concrètement et socialement. Et quand votre vie, c'est-à-dire vos moyens de subsistance quotidiens, ce que rappelle Engels, manger, dormir, etc., sont fondamentaux, et bien effectivement, les structures mentales qui vous permettent de les optimiser sont bien premières à toute votre mémoire, toute votre antériorité, toute votre passé de classe, etc. C'est pour ça que les gens qui viennent vous dire « Ah, mais moi, j'étais enfant d'ouvrier, mais maintenant, je suis bourgeois, mais j'ai quand même... » Non. Vous êtes un bourgeois parce que vous êtes dans le rapport de production bourgeois. On s'en fout de votre biographie. Quand vous êtes dans la bourgeoisie, vous reproduisez la bourgeoisie. Vous pouvez avoir toute l'empathie, toute la sympathie, toute la nostalgie de votre rapport d'ouvrier. Si vous vous levez le matin et que votre premier truc, c'est de dire « on n'a pas fait la marge qu'il fallait », ben vous reproduisez le capital et la bourgeoisie. Peu importe vos petits problèmes d'ego et d'équilibre intellectuel. Voilà.
Ouais, bah après, il y en a qui vont dire oui, t'es caricatural et tout. La réalité, c'est que tu vas avoir des gens qui vont du coup mal le vivre par rapport à leur histoire, par rapport à des choses comme ça. Tu vas quand même avoir des gens qui vont se retrouver dans une position qu'ils vont pas apprécier, tu vois, qui vont peut-être d'ailleurs faire faillite ou des choses comme ça, tu vois. Mais on est d'accord. Mais ça, on va dire, c'est pertes et profits, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est collatéral. Si c'était la majorité des cas, Bien sûr. le monde capitaliste se serait Non, mais effondré. je prévois les commentaires qui vont dire oui, Tu vois, machin, Moi, j'ai Chris pas. est rigide. Non, mais moi, j'ai pas de souci. Mais vous voyez, mais c'est ça qui est intéressant. Parce que même là, on peut prendre la psychanalyse dans ses problèmes. Quand quelqu'un va avoir justement des contradictions entre son histoire personnelle d'ouvrier qui est devenu bourgeois, comme on dit transclasse aujourd'hui. C'est vraiment le terme que je déteste. En plus, c'est un terme de Chantal Jacquet qui est une spinoziste, même si j'aime bien Chantal. Mais oui, effectivement, à l'échelle individuelle, ça va peut-être créer des contradictions. Et ça va peut-être créer des contradictions, des déséquilibres. Mais ça veut dire que même une psychologie marxiste, une psychanalyse marxiste, j'en sais rien, enfin, tu vois ce que je veux dire, Ça résoudrait n'existe mieux- pas selon Sèvres, une psychologie. Voilà, mais il a raison, il a raison. Psychologie articulée sur marxiste. Voilà, mais tu vois, une psychosociologie ou un psychomarxisme, j'en sais rien, permettrait justement de résoudre le problème de cette personne. De dire, mais il n'y a pas besoin d'aller chercher dans votre papa, maman, de l'Oedipe, du phallus, du mastos ou je sais pas quoi. Vous êtes coincé dans un problème concret entre l'héritage de vos structures mentales et votre position de classe aujourd'hui. C'est-à-dire que vous êtes coincé entre deux sujets collectifs. Et là, vous avez une explication matérialiste. Vous avez une explication qui fait appel aux catégories marxistes et matérialistes, c'est-à-dire de dire vos problèmes individuels sont des problèmes sociaux. Et ça, c'est fondamental, parce que l'histoire même du freudisme, de la psychanalyse, etc., c'est exactement l'inverse. C'est de dire vos problèmes sociaux sont des problèmes individuels. Ouais. C'est d'avoir rappelé à des femmes qui étaient en ascension sociale, coincées entre leur mari bourgeois et l'émancipation individuelle que la bourgeoisie promettait, etc., d'avoir dit votre volonté d'émancipation est une hystérie. Et toute l'histoire de la psychanalyse, c'est pour ça qu'on dit que c'est une science réactionnaire, c'est d'avoir fait croire que les problèmes sociaux étaient des problèmes individuels. Alors que le marxisme va dire l'inverse. Les problèmes individuels sont des problèmes sociaux. C'est vrai, chez Freud, c'est assez clair quand il commence à rejeter ce qu'il appelait sa neurotica. Tu sais, genre, il disait au début, bah, l'hystérie, c'est des femmes qui sont faites agresser sexuellement, en gros, machin et tout. Il va finir par rejeter ça en disant, ah non, en fait, c'est un fantasme d'agression, mais en fait, c'est elle qui désirait le truc, tu vois. C'est une horreur, le truc. C'est-à-dire des meufs qui sont de la bourgeoisie autrichienne, qui ont l'envie de devenir un individu, comme le promet la bourgeoisie. La bourgeoisie promet l'individu abstrait universel. Elle se dit, je vais pouvoir être un individu, qui sont à la fois rappelés à leur rôle de femme, de mère, à devoir enfanter, à devoir être au domicile et tout ça, qui ont été agressés sexuellement, et lui il vient leur dire oui mais en fait c'est toi qui désirais ça, c'est un fantasme, tu t'es pas fait agresser mais tu désires te faire agresser, tu vois. L'histoire de la psychanalyse c'est quand même ça, et ça veut dire énormément de choses sur le rapport que ça a aux dominations, tu vois. Ça veut pas dire que ce que eux font aujourd'hui c'est ça, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il faut quand même rappeler tout ça, tu vois. Rien à voir. Je dis pas par association que Sandra Lucbert a ce même rapport bourgeois qu'avait Freud. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, elle vient mobiliser des choses qui, en soi, rejetaient les structures sociales. Alors, les réintégrer à l'intérieur, nous, on considère que non seulement ça va être compliqué, mais que ça va être une impasse. Mais tu vois, ce qu'on disait, on va faire une capsule longue, hein, les gens aiment bien. Lucien Sèvres, il en parle, je sais plus si c'est dans Marxisme et théorie de la personnalité ou dans Pour une critique marxiste de la psychanalyse. C'est dans un des deux, il parle du problème de la genèse. Et il dit, le problème des psychanalystes et même de certains penseurs de la génétique du sujet, c'est-à-dire qu'ils pensent le développement du sujet, c'est toujours penser que le présent est déterminé par le passé. Et il dit, du coup, ils expliquent l'adulte par l'enfant, sans comprendre qu'en fait, les structures sont dynamiques et parfois des structures switch, il y a des nouvelles structures de créer, des choses comme ça, des nouvelles structures mentales qui sont créées par l'activité effective que tu es en train de faire, par tes projections dans le futur. Et ça, c'est vraiment la différence entre la vision rationaliste-spinoziste, qui considère que le présent est totalement déterminé par le passé, et la vision marxiste qui considère que le présent est déterminé par le futur qui est conditionné par le passé, en gros. C'est-à-dire que oui, on peut pas être tout et n'importe quoi parce qu'on a un passé, on vit dans des conditions qui sont là, qu'on hérite du passé, et on se projette dans le futur. Et on se projette dans une activité qui fait sens pour nous et qui fait sens à l'intérieur d'un sujet collectif, qui est fonctionnel dans la société. On est toujours entre les deux, mais jamais on pense que le sujet adulte est juste l'évolution de l'enfant déterminée par l'enfant. Parce que le sujet adulte, il se projette, je sais pas, par exemple, quand vous avez 18 ans, que vous commencez à avoir le permis de conduire et que vous allez travailler, votre vie actuelle et votre psyché n'est pas déterminée par votre enfance.
il est conditionné par votre enfance. Si vous avez vécu les violences enfants, vous avez plein de choses et tout. Mais il va être conditionné par le fait que demain, tu te lèves à 6h du matin, t'as tel patron à la con, machin. Il est déterminé par tout ce qui se passe actuellement et votre activité qui est pointée vers le futur toujours. C'est vraiment important de savoir ça. C'est là où la conscience, c'est pour ça qu'on se bat contre la catégorie des affects, etc., qui sont purement mécanistes. Et qu'on va parler de la conscience, qui est un phénomène fondamental dans le marxisme, parce que c'est une activité. La conscience est une activité de résolution des problèmes, de résolution d'équilibre. C'est pour ça que l'humanité a pu être si importante dans le monde du vivant et a pu même s'extraire d'une espèce de soumission à la nature par tous ces processus culturel, etc., qu'il ne faut pas opposer, etc. Justement, c'est tout l'intérêt de toute la dialectique entre les deux. Mais pourquoi ? Parce que, et on le voit déjà même chez d'autres animaux qui ont des proto-consciences, voilà, etc. La conscience permet de résoudre des problèmes, des contradictions entre l'instant T, le présent, l'immanent, qui, comme tu l'as dit, a une genèse historique qu'on peut retracer et tout, et une certaine aspiration. Considérez que, à l'échelle individuelle, vous êtes dans une boîte et que vous essayez de vous étendre le plus possible. Eh bien, vous êtes obligé de mettre en place des stratégies, des logiques, des choses pour justement essayer d'étendre vos bras le plus possible. Et ça va pas être simple, va falloir bouger ci, va falloir bouger ça, va falloir vous retourner, va falloir... C'est ça l'activité concrète du sujet. C'est une tension entre les contraintes actuelles et les possibilités futures. Et c'est ça qui donne la liberté du sujet, et c'est ça qui donne la transformation. S'il n'y avait plus de tension entre une aspiration, ça veut dire si demain, voyez, vous le savez même à l'échelle individuelle, vous êtes apathique, c'est-à-dire incapable de rien, quand vous avez tout. Imaginez demain, on vous donne tout ce que vous avez. Votre activité va disparaître. Vous allez être dans l'apathie. Justement parce que vous n'avez plus de déséquilibre à résoudre. L'activité des sujets collectifs, c'est ça. C'est des sujets collectifs qui ont des projections sur le monde et qui rentrent en lutte avec d'autres sujets. Le prolétariat a une projection sur le monde, a la vision du monde communiste. Et elle rencontre la bourgeoisie qui a une autre forme de vision du monde. Et donc, ils se percutent. Pourquoi ? Parce que les deux veulent la totalité du monde. Et donc, les deux sont et assez libres et assez coincés. Voilà la dialectique. Si demain, un sujet total, absolu, parfaitement réconcilié prenait possession de la planète, il rentrerait sûrement avec une contradiction, j'en sais rien, pas avec naturelle, extraterrestre. Non, mais tu vois, avec la nature, avec les... Ouais. Mais c'est ça, en fait. Et imaginez à l'échelle individuelle, demain, si on vous dit, on vous donne tout ce que vous voulez, tout ce à quoi vous aspirez d'un coup, comme ça, d'une baguette magique, vous comprenez tout de suite, consciemment, que vous ne pouvez plus avoir d'activité. Pourquoi ? Parce que ça ne sert à rien d'avoir une activité, qu'elle soit sociale, vitale, etc., quand absolument tout ce à quoi vous aspirez est fourni. Voilà. Je voulais revenir sur la conscience. On a l'idée aussi en marxiste, alors Vygotsky en parle très bien, que la conscience individuelle est une sorte d'incarnation d'une conscience collective. Train-Duc Tao en parle très bien d'ailleurs aussi. Et ça aussi, c'est quelque chose de particulier parce que chez les psychanalystes, la conscience est individuelle. Elle est même présumée chez des enfants qui n'ont pas encore une conscience humaine telle que nous, telle que montrée d'ailleurs dans les expériences, c'est-à-dire qu'ils supputent en fait, ils ont un espèce d'adultocentrisme, ils supputent certains sentiments, certains processus conscients que les bébés n'ont pas manifestement chez ces bébés, pour pouvoir après imaginer le monde depuis une sorte d'adulte rendu bébé, quoi, un truc très très bizarre. Et en fait ça leur permet de skipper le fait que la conscience humaine individuelle est une intériorisation du langage et de la conscience collective. Et en fait, ça, c'est central. C'est-à-dire que tu te développes en individu, non pas à partir de ta conscience individuelle qui va découvrir le monde et qui va la mettre en œuvre, mais non, c'est ton activité d'animal quand tu nais, de bébé, mais qui est d'abord beaucoup sensorimotrice, qui va agir sur le monde et qui va incarner un acquis social de l'humanité entière qui est la conscience. Alors qui va être un peu différente selon les sociétés, selon les familles, qui vont pas te donner exactement la même forme de conscience. Il y a des gens qui vont l'incarner un peu différemment selon aussi des spécificités biologiques, génétiques, épigénétiques, tout ce que tu veux. Mais il y a toujours dans la psychanalyse cette idée qui est une idée absolument fausse et absolument abstraite que le bébé soit une sorte d'adulte miniature un peu vierge qui découvre le monde à partir de ce traumatisme que serait la naissance et il regretterait le ventre de sa mère, ce qui est tout à fait improuvable et ce qui est tout à fait improuvé parce que les bébés n'ont pas la capacité de regretter quoi que ce soit. Le regret est une émotion complexe. Ils n'ont pas du tout cette capacité-là et il n'y a rien qui le prouve et c'est juste eux qui projettent ça sur les enfants parce qu'ils sont adultes, ils disent ça doit faire mal, machin, et voilà quoi. Et ce qui est un non-sens en plus. T'imagines,
Eux, ils postulent qu'il y a une conscience déjà statique, qui n'a pas de genèse, voilà, qui est toujours à tout moment. Et puis, moi, j'aime bien les gens qui connaissent pas bien les catégories de la psychanalyse et qui viennent nous parler d'inconscient. Mais la catégorie masquée par l'inconscient, elle est beaucoup plus intéressante. C'est la catégorie du refoulement. Pour avoir de l'inconscient, il faut avoir du refoulement. Il n'y a pas d'inconscient dans le marxisme. Quand on utilise les catégories marxistes, on appelle ça du non-conscient. C'est pas la même chose que l'inconscient. L'inconscient, c'est le refoulé. Quelque chose que vous avez eu dans votre conscience et que votre conscience a décidé de refouler quelque part. Donc on est en train de postuler que des gens, on va dire en gestation, des bébés ou des jeunes enfants, etc., avaient des capacités de prendre conscience de manière parfaitement claire et lucide d'un problème, de le refouler, et il faudrait à un adulte beaucoup plus fini, beaucoup plus agencé dans ses interactions sociales, la médiation d'un psychanalyste pour retrouver ses capacités à repenser ce truc-là. Et ça n'a absolument aucun sens sur le plan matériel. La catégorie même d'inconscience suppose le refoulement et suppose une conscience parfaitement nette, parfaitement claire, parfaitement lucide à tout moment. Tout ça ne fonctionne pas. Tout ça est dysfonctionnel. Tout ça ne peut pas être prouvé parce que ça n'existe pas. C'est de la littérature. C'est tout le problème de la psychanalyse quand tu dis ne peut pas être prouvé, c'est que c'est très dur d'invalider ce qu'ils disent étant donné que c'est spéculatif. C'est de la Et littérature. que c'est ni vrai ni faux, c'est des trucs comme ça balancés. Et donc du coup, comme ils avancent des choses sans jamais les démontrer, on considère que c'est faux. Surtout qu'on a tout pour penser que ça l'est, tu vois. D'ailleurs, je voulais juste dire, je l'ai pas dit au début, mais on va faire une série de vidéos sur la chaîne principale sur notamment le livre Pulsion, parce qu'on trouve par contre que s'intéresser à une psychologie matérialiste, c'est quelque chose de fondamental. Et on va justement essayer, nous, de proposer, selon les connaissances actuelles, selon les indications aussi de beaucoup de marxistes qui sont intéressés à la psychologie, et avec l'aide de Benjamin Schoendorf, qui est un psychologue et chercheur en psychologie, qui est marxiste, qui écrit aussi là-dessus, proposer des choses qui collent plus aux sciences expérimentales, parce que c'est quand même ça la démarche scientifique matérialiste aussi, essayer de voir si ton analyse abstraite elle correspond au monde concret ou pas, et montrer un peu comment ça se forme et comment on peut expliquer mieux le monde et le développement de la psyché individuelle que par la psychanalyse et la spéculation. Les marxistes couteaux suisses, eux, ce qu'ils n'arrivent pas à expliquer, c'est pourquoi, à proposition structurelle égale, c'est-à-dire le genre homme vous autorise à faire ça, pourquoi est-ce qu'il y a des hommes qui activent la proposition perverse, pourquoi est-ce qu'il y en a d'autres qui l'activent pas? Comment ils nous l'expliquent? Ils sont incapables de l'expliquer. Ah bon? On est incapable. Ça, c'est trop bizarre, ça. Non. Ben, on vient de le faire, en fait. Comme si on disait tous les gens dans une structure, forcément, les hommes, ils violent tous. Parce qu'ils sont dans le... Mais personne ne dit ça, tu vois. Mais personne ne dit ça. Et justement, moi, j'ai lu le livre 2 fois. Et là, c'est pas une blague. Une première fois pour savoir de quoi parler. Et une deuxième fois parce que, justement, on prépare la série dont Padu vient de parler. Et Padu a dû se mettre dedans. Et Benjamin a dû se mettre dedans aussi. Donc, pas de problème, on va développer. Déjà, toujours pareil, il n'y a pas d'explication non plus dans ce livre-là. C'est une pure individualisation et donc un pur aléatoire. Donc c'est pas une explication légaliste, donc scientifique, qui va permettre justement, c'est comme tu l'as dit, c'est purement spéculatif. Ah bah s'il a activé cette perversion, comme elle dit, c'est parce que on va essayer de spéculer sur dans sa famille quand il était petit, etc. Non, nous ce qu'on va dire dans le marxisme, c'est on parle de sujets collectifs. Alors ça, les gens essayez de bien comprendre. Il faudra qu'on chapitre ça, pas dû, mais essayez de bien comprendre le sujet collectif, comment ça fonctionne. Quand on parle de sujet collectif, de race, de genre, de classe, de PCS, comme on fait dans le graphique, il y a tout un tas de sujets collectifs possibles et imaginables. On essaye de penser des sujets collectifs homogènes, cohérents, et donc d'en dégager une conscience possible, une vision du monde. Et donc, une activité spécifique, une forme d'activité spécifique, d'activité concrète, de rapports sociaux et de vision du monde, d'activité idéologique spécifique. Mais les individus ne sont jamais recouverts que par un seul sujet collectif. Les individus sont recouverts par une multiplicité de sujets collectifs. Quand vous essayez de penser à quel sujet collectif vous appartenez, n'oubliez jamais, il est pluriel. Il est pluriel et même il est même infini en termes de nombre de sujets collectifs. Vous êtes dans un sujet collectif de classe, vous êtes dans un sujet collectif de race, vous êtes dans un sujet collectif de genre, vous êtes dans un sujet collectif national, vous êtes dans un sujet collectif corporatiste de métier, vous êtes dans un sujet collectif générationnel, militant, voilà. Tout ça va vous donner des activités concrètes, des cartes. Moi, j'aime bien ce concept-là, c'est-à-dire un jeu de cartes. Vous voyez, le jeu de cartes, c'est immanent. On vous le distribue à l'instant T. Alors, considérez que les structures vous donnent des cartes. Imaginez un jeu de société. Vous êtes prolétaire, blanc, homme, etc. Vous avez chacune des cartes, etc. Tout ça, c'est des jeux conscients
pas forcément toujours transparents, mais c'est des possibilités. Quand vous êtes un homme, vous avez la possibilité, dans une structure normalisée par le sujet collectif masculin, d'activer des possibilités, des activités concrètes d'hommes. Vous avez, par exemple, la capacité de rire d'une femme sans que ce soit aussi grave que de rire d'une autre catégorie. Vous voyez ? Donc ça, c'est une possibilité. Vous allez l'activer parce que vous avez des jeux, des possibilités, etc. Et puis, ça se trouve, vous n'allez pas l'activer. Pourquoi ? Parce que dans votre jeu, il y aura peut-être cette carte qui va être compensée par une activité beaucoup plus progressiste où vous trouvez que cette carte, elle est nulle parce que justement, elle n'est pas efficiente, voire même vous en voulez pas dans votre jeu, etc. Pourquoi ? Parce que dans le reste de votre jeu, vous avez des cartes à l'instant T, vous êtes, je sais pas, prolétaire ou militant d'un parti. D'autres structures vous donnent d'autres cartes plus efficientes. Et tout ça, ça vous donne cette dialectique entre ce qu'on vous distribue comme possibilité. Donc, ce que tu disais tout à l'heure, ces possibilités-là ont une genèse. Elles sont l'héritage de plusieurs, soit sujets collectifs historiques, soit de sujets collectifs immanents, etc. Et bien vous, en tant qu'individu, vous devez activer ou non ces jeux-là. Et donc, la question que le marxiste va poser, c'est de se dire dans quel sujet collectif les gens de Mazan se sont retrouvés croisés. Voyez ? Et là, on va pouvoir faire une explication intéressante, parce qu'elle ne va pas être monocausale. On ne va pas dire c'est simplement le patriarcat, c'est simplement le capitalisme. Non, on va dire tiens, c'est marrant. Ça va être que des hommes, classe intermédiaire, dans un rapport de travail, que ce soit prolétaire ou bourgeois, plutôt individualisant, c'est-à-dire plutôt extérieur à la solidarité collective. Donc cette carte de la violence et de la concurrence, elle va être importante. Et là, justement, une fois qu'on fait l'inventaire des sujets collectifs, on va comprendre les jeux de cartes qu'avaient en main ces gens-là et donc les possibilités qu'ils ont pu activer. Moi, j'attends que Sandra Lucbert nous dise ce n'est pas l'immanence des sujets collectifs concrets et matériels en lutte qui va expliquer Mazan, mais c'est leur parcours familial biographique. Eh bien, très bien. Mais c'est pas dans son livre, c'est pas clair, parce que c'est toujours individualisant. Et 2, elle va pas le faire dans l'extrait, là. Elle va pas le faire dans l'extrait. Donc nous, on a une explication. Les individus agissent en fonction des contradictions et de la résolution de contradictions qu'ils projettent à travers le croisement de tous les sujets collectifs dans lesquels ils sont insérés. Quelle est la proposition de Sandra Lucbert par rapport à ça ? J'ai même envie de rajouter quelque chose parce que c'est aussi le propre de la psychanalyse, c'est souvent d'être monocausal. Du coup, il ramène tout à une pulsion première, et parce que c'est issu aussi de Spinoza. Tu vois, il y a des jeux comme ça. C'est un peu comme un arbre, tu vois, qui part d'un truc et puis qui peut prendre plein de chemins différents à chaque fois. Les ramifications. Les ramifications, exactement. Ce qui est intéressant dans la notion de Lucien Sèvres de juxtastructure, c'est qu'il y a ce que tu viens d'expliquer. Mais il y a aussi certains trucs alors, qui peuvent être issus de la société, parce qu'en plus, il y a un jeu, tu vois, entre la génétique et la société. Par exemple, on sait que les Noirs américains, ils ont certaines sélections de gènes parce qu'ils ont vécu la traite négrière, et donc du coup, comme ils ont vécu la traite négrière, ils ont plus tendance à retenir l'eau pour pas, tu vois, enfin, il y en a qui sont morts parce qu'ils mouraient de soif pendant la traite, et puis donc du coup, des processus de sélection. Il y a des processus de sélection, des choses comme ça, et ça se rajoute aussi au truc des cartes, c'est-à-dire que si t'es un homme qui, je sais pas, a vécu des radiations pendant la grossesse de ta daronne et tout, que t'as vécu des agressions quand t'étais petit, ou que t'as été placé, ou je sais pas trop quoi, bah peut-être que parmi les cartes que tu as plus tendance à en jouer certaines que d'autres, ou plus facilement à les jouer, et ça rentre aussi en compte. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un modèle assez large, et que c'est compliqué la psychologie, et qu'on peut pas la réduire à une sorte de feuille blanche, comme si tout le monde était pareil, et puis qu'après il y avait plus que des interactions sociales. Et je pense que c'est ce que montre notamment Bernard Lahire, tu vois. C'est-à-dire qu'on doit aujourd'hui penser sans renier la biologie et sans penser que la biologie gouverne la société. Parce que quand on dit ça, il y a des gens qui disent du coup vous êtes un réductionniste biologique. Absolument pas. Moi je passe mon temps, par exemple, moi je bosse avec des enfants, mais il y a des enfants, ils ont tendance à être dyslexiques. Et ils ont une tendance génétique à l'être. C'est-à-dire qu'ils ont des gènes un peu moins bons pour apprendre à lire. La société est capable de leur apprendre à lire. C'est le rôle de la société de compenser parfois certaines inégalités dites biologiques. Par exemple, il y a un syndrome qui est intéressant, c'est en gros, t'as un problème génétique qui fait que t'es quasiment tout le temps désinhibé, tu vois. Et donc, c'est des gens qui ont tendance à être pyromanes, à avoir une hypersexualité, à pouvoir passer à l'acte, même faire des meurtres, des choses comme ça. Et donc, du coup, ils vont avoir tendance à être pyromanes, brûler des trucs. Est-ce que c'est leur faute ? Ils ont ces variations génétiques et tout ça. Le rôle de la société, ça va peut-être être de permettre de faire que ces gens-là vivent la meilleure vie possible, qu'ils soient pas soit butés, soit enfermés 40 ans en prison parce qu'ils sont comme ça. Et justement, le rôle de la société, ça peut être de permettre que ce gars-là n'ait pas la carte de foutre le feu à une école, tu vois.
n'est pas la carte de faire ci ou ça, tu vois. Et donc d'arriver à gérer spécifiquement les gens par rapport à leurs problèmes spécifiques. Ce que ne fait jamais la psychanalyse, parce que la psychanalyse a tendance à opposer l'histoire biographique des gens et leur être biologique. Pour ça, ils vont se moquer un peu des neurosciences. Et moi, encore une fois, les neurosciences, je trouve ça limité sur plein de points, mais on peut pas dire que ça n'existe pas, tu vois. Et la psychologie matérialiste de demain, c'est la psychologie qui dépasse l'espèce de réductionnisme neuroscientifique de beaucoup de neuroscientifiques et le pur constructivisme de certains intellectuels qui spéculent comme ça sur un être humain qui serait une feuille blanche. Et de montrer comment il y a interaction entre les deux et comment la société dit en dernier lieu ce qui va se passer pour l'individu. Parce que c'est pas la biologie, c'est la société qui va dire en dernier lieu. Vous avez une mucoviscidose aujourd'hui, très bien, il y a 5 ans on pouvait pas la soigner, aujourd'hui on peut la soigner. C'est la société qui fait ça. C'est pas la biologie de la mucoviscidose, je sais pas quoi, c'est la société qui fait ça. C'est ça. Et ce que tu disais tout à l'heure sur la biologie, aujourd'hui on analyse, on fait des trucs ethnographiques, etc., sur les animaux, les espèces, le vivant en règle générale. Personne ne pourrait dire non mais on va faire une science totalement séparée des acquis de ces sciences-là. Ce que tu disais tout à l'heure sur la nature et puis cet exemple-là avec tel type de personnes, c'est de dire la nature est pour toutes les espèces un lieu d'hostilité, un lieu de déséquilibre et de problèmes auxquels les espèces doivent répondre. Celles qui n'y arrivent pas à répondre, d'ailleurs, disparaissent. La compréhension justement de ce conflit entre les espèces et la nature et donc des acquis génétiques, etc., montre cette dialectique-là. Et l'espèce humaine, comme d'autres espèces, mais l'espèce humaine à une échelle beaucoup plus importante, a réussi à résoudre cette contradiction par la culture. Mais c'est bien que le biologique n'est pas le déterminant. Ce n'est pas les uniques cartes qu'on a dans le jeu. Comme tu dis, ça fait partie du jeu de cartes. C'est des atouts parmi d'autres. Et la biologie, c'est pas les rapports de sexe ou de genre. Ça, c'est déjà du social. Mais le rapport à la nature, le rapport à la survie, le rapport de micro-société, etc., est déjà un espace de jeu plus ou moins déterminant en fonction du poids culturel qu'on a mis en face. Effectivement, la nature aujourd'hui, même si avec la crise écologique elle reprend un peu de place dans le jeu de cartes, pendant longtemps c'est quelque chose, notamment pour les rationalistes bourgeois, Descartes, etc., quelque chose qui est apparu comme totalement extérieur et sans impact sur l'humanité. C'est-à-dire maître et possesseur de la nature, disait Descartes. Là où dans les sociétés primitives, ça devait être, comme pour certains animaux, extrêmement important parce que justement les capacités de résistance à cette nature sont très faibles. Et là on se rend compte, vous voyez, l'histoire fait que cette dialectique entre les deux, entre l'activité du sujet et son extériorité, son environnement, etc., est plus ou moins intense. Aujourd'hui elle commence à être intense parce que l'humanité maintenant génère ses propres problèmes naturels, il déséquilibre, il est tellement hégémonique qu'il déséquilibre son environnement et il génère lui-même des problèmes avec la nature dont il semblait s'extraire. Vous voyez, donc c'est là où il y a un rôle dialectique. Mais comme tu l'as dit, la biologie, c'est pas quelque chose qu'il faut évacuer, où on pourrait dire non, tout est biologique, quand on observe les animaux, le vivant, mais nous, boum, tout est magique, c'est arbitraire. Hop, là, les structures, elles se lèvent le matin, sont arbitraires, etc. Non, en fait, justement, il faut comprendre effectivement comment elles répondent, elles sont fonctionnelles face à tel autre problème social, telle structure répond à un problème social, telle structure répond à un déséquilibre social et naturel, etc., etc., etc. C'est ça la genèse, c'est de comprendre comment les structures ont une génétique, pas savoir si elles fonctionnent ou pas. De base, elles fonctionnent. Mais est-ce qu'elles sont en dysfonctionnement ou en fonctionnement total, et comment elles sont apparues et comment elles vont disparaître? C'est à ça que ça sert. Parce que c'est de savoir si elles vont continuer de distribuer des cartes de possibilités aux individus. Cartes de possibilités, si vous êtes dans une société extrêmement masculine, fonctionnelle, vous allez avoir extrêmement de violence des hommes envers les femmes. Et si vous arrivez à mettre une contre-structure en place, c'est-à-dire une structure beaucoup plus fonctionnelle, beaucoup plus égalitaire, ces cartes-là vont se réduire dans le jeu des gens. Voilà. Mais tu vois, en fait, je sais même pas si la biologie, c'est vraiment une carte. Ça change la manière dont tu vas jouer les cartes, plutôt, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés où les gens qui sont dyslexiques, ils apprendront jamais à lire, tu vois, parce qu'on mettra pas, ou quasiment pas, tu vois. Et puis il y a des sociétés où la carte apprendre à lire est aussi grosse pour les dyslexiques que les non-dyslexiques, parce qu'on met les moyens pour qu'ils l'apprennent, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime bien l'idée des cartes, parce qu'on voit justement la mobilité sociale. J'aime bien cette idée de carte, pourquoi? Parce que vous voyez, quand vous faites un jeu de cartes, vous n'arrivez pas à la table du jeu avec toutes les cartes que vous avez accumulées de tous les jeux que tu as joués avant. Tu vois, ça n'a aucun sens. Les cartes de jeu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, entre l'aspiration immanente et vos projections, c'est-à-dire gagner la partie, résoudre un problème, c'est ça. Elles sont redistribuées constamment. Ouais. C'est ça la mobilité sociale.
Chaque situation, chaque position, chaque déplacement fait que on vous redistribue. Alors, il y en a que vous conservez, il y en a que vous gardez. Faudrait peut-être qu'on fasse ça avec la brèche, qu'on invente un jeu de cartes pour expliquer les C'est pas le con en vrai, hein. marxisme. Pour faire pour faire des ateliers, non, mais pour faire des ateliers un peu grand public, Ouais, de dire tu n'as pas la carte surveiller les fringues de ton partenaire quand tu es une femme. Tu ne l'as pas cette carte, elle n'existe pas, tu vois. Alors que quand t'es un mec, elle existe. Pas forcément que tu vas la jouer, mais elle existe, tu vois. ouais. Ce serait extrêmement pédagogique et éducation populaire. On y réfléchit, notez-le. Dans les commentaires, vous pourrez nous dire. Alors, c'en est où le jeu de cartes et c'en est où le graphique? Il y aura deux questions Le jeu de maintenant. cartes, c'est plus facile à faire que le graphique, hein. Donc bref, non mais oui, tu vois, et c'est redistribué comme ça. Et on va le voir ensuite dans l'exemple. Et justement, vous allez voir que, bah oui, vous, en tant qu'individu, quand vous gagnez une partie, ou à un moment donné, vous allez vous extraire de votre position de classe, d'étudiant, votre position familiale, bah votre jeu de cartes du prochain tour, c'est plus le même. Et donc, vous allez mettre en place d'autres stratégies. Yes. Alors, on continue. Et c'est toujours comme ça avec eux. En fait, si on veut prendre un autre exemple, cette fois-ci du côté du rapport salarial, puisque c'est celui que tu as pris tout à l'heure, ou même de la guerre génocidaire qu'Israël mène contre la Palestine, je prends ces exemples pour dire que dans leur système explicatif, où les structures sociales doivent tout expliquer, on ne peut pas comprendre que les individus... Wow, elle a dit les marxistes ni la lutte des classes, c'est son structuraliste, hein. Ça part très très mal, hein. S'approprie différentiellement les structures. C'est ce que j'ai dit sur le genre tout à l'heure. On ne rencontre pas les rapports de parenté au coin de la rue, on rencontre ses parents qui incarnent d'une certaine manière les rapports de C'est une phrase de Lucien Goldman, mais d'accord, oui. parenté. Ouais, voilà. Et en fonction de cette certaine incarnation, nous, on va se redisposer. Même chose pour le rapport salarial. On ne rencontre pas le rapport salarial dans la rue, on rencontre des énoncés de ses parents au début, puis d'autres institutions qui vont se lier à des situations. Alors, Des énoncés, ouais, ou la situation de tes parents qui sont dans un rapport salarial. Je suis pas sûr qu'on rapporte d'abord des énoncés, mais oui. là, on va faire une expérience de valeur explicative. Vous naissez toute votre vie chez des parents ouvriers. Donc, vous avez, comme dirait Madame Lucbert, 20 ans. Allez, vous rentrez sur le monde du travail. C'est quoi maintenant la moyenne? Peut-être 25 ans. 25 ans d'énoncé prolétarien sur le travail. D'accord, Padu? Oui. Ok. Vous devenez, après 3 ans d'études, des bonnes études, je sais pas, au hasard, normalien, vous voyez, vous vous extrayez justement du prolétariat et vous devenez, comment dire, petit bourgeois, vous montez une entreprise, etc. Voilà. Vous croyez quoi? Vous croyez que les 6 mois d'entreprise en tant que patron vont peser moins par rapport aux 25 ans? Parce qu'il y a 6 mois contre 25 ans d'énoncé prolétarien par rapport à l'inclusion de 6 mois dans les structures coopératives de la bourgeoisie, dans des structures de classe. Tout le monde comprend que ce qui fait de vous, vos structures mentales bourgeoises, on l'a dit tout à l'heure, ce sont instantanées, c'est la coopération immédiate. C'est ça être matérialiste. Ce n'est pas trouvé dans la puissance de l'imaginaire accumulé. Vous avez beau avoir vécu 25 ans dans une famille prolétarienne, si demain vous déposez au tribunal de commerce vos statuts d'entrepreneur, vous pensez comme un entrepreneur dès le jour 2. Dès le jour 2, malgré vos 25 ans d'énoncé prolétarien. Tout ça mais est catastrophique. Parce que tout ça n'explique rien. Sinon, je vais vous le dire clairement, le prolétariat aurait déjà gagné la partie, puisqu'il est massif et qu'il reproduit lui-même ses enfants. C'est justement parce que l'inclusion dans des structures de classe intermédiaire, etc., les transforme du jour au lendemain. S'il suffisait d'avoir 20 ans de prolétariat, d'énoncé prolétarien imaginaire, comme nous le raconte Sandra Lucbert, le prolétariat serait déjà en ordre de marche. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ne vous laissez pas avoir par du blabla de normalienne. Enfin, franchement, tout ça, c'est de la littérature. Papa, pourquoi maman, elle est fâchée? Maman, elle est fâchée parce que son patron ne veut pas lui donner plus d'argent. Imaginons que papa qui répond, c'est Anas Kazib. Il va y avoir tout un développement où le gars... où le petit va avoir une explication de la subordination salariale, de la servitude imposée, de l'exploitation, etc., au fur et à mesure des années, bien sûr. Tandis que si... C'est Bernard Arnault. Voilà, j'allais dire Bruno Le Maire, mais c'est la même chose. Et d'ailleurs, voilà, mais je voulais prendre aussi l'exemple de la guerre génocidaire d'Israël. Non mais, Stop. attends, Là, juste. vas-y. Là, ouais, c'est ridicule parce que... Là, Ok, c'est il y a des énoncés qui vont être différents entre Anas et Bernard Arnault. Mais s'ils se retrouvent dans la même position sociale, les deux. C'est-à-dire, si le fils d'Anas Kazib, il se retrouve à être bourgeois, à avoir une boîte, et que le fils de Bernard Arnault se retrouve à avoir une boîte, ben, ils vont avoir la même activité sociale et des structures sociales bourgeoises qui vont se mettre en place.
ils auront peut-être pas le même avis sur certains trucs, d'accord. Ce qui fait la différence entre les deux, c'est sûrement que le fils d'Anas va pas se retrouver bourgeois du fait du discours d'Anas, mais du coup, il va pas se retrouver effectivement dans la position sociale et dans l'activité concrète bourgeoise. Mais comment on appelle ça? Comment on appelle ça épistémologiquement, mon cher Padu, quand on dit... L'idéalisme. Tiens, bah oui, effectivement. Là, on vient d'avoir une explication totalement idéaliste. Alors, il y a des gens qui comprennent pas les mots. Bah, écoutez bien ce qu'elle vous dit, Sandra Lucbert. Elle vous dit, vous agissez par rapport au salariat, par rapport aux idées qu'on vous a mis dans la tête par l'éducation familiale. Vous voyez la vision du monde qu'il y a à travers ça. Et c'est pas étonnant. Je l'ai dit tout à l'heure dans un tweet. C'est la vision du monde de ces petits clercs normaliens, de ces petits profs qui pensent qu'on change le monde en éduquant les gens avec des nouvelles idées. Vous voyez, c'est ça dans leur tête. C'est pour ça qu'ils adorent l'hégémonie culturelle de Gramsci, mais qu'ils détestent le marxisme. C'est marrant quand même, cette contradiction. C'est ça. Et ils pensent que c'est la culture, les idées, machin, mais par contre, Gramsci l'aurait traité de marxiste, rabougri, stalinien, tu sais. Et surtout que l'hégémonie culturelle, quand ils pensent l'hégémonie culturelle, c'est jamais la guerre des idées sans aucune activité concrète prolétarienne. C'est les deux en même temps. Vous voyez, c'est pas organique. C'est pas lundi. Moi, je vous invite à lire Michael Burawoy qui est mort il y a pas longtemps. Vous allez voir le niveau que ça a. Et il y a un très beau texte, on pourra le mettre en description. La différence entre Gramsci et Bourdieu, parce que Lordon et Lucbert sont bourdieusiens, ils sont pas marxistes et ils sont encore moins gramscistes. Et vous allez voir ce que c'est la vision. L'intellectuel universel de Bourdieu par rapport à l'intellectuel organique de Gramsci. Contre la Palestine, comment est-ce qu'ils nous expliquent, les marxistes couteaux suisses, que on a des soldats qui refusent d'aller à la guerre, qui deviennent des objecteurs de conscience, on a des soldats qui obéissent, et on a des soldats qui obéissent et qui jouissent, et qui se prennent en photo avec de la lingerie de femmes palestiniennes sur eux. Comment ils nous expliquent ça? En fait, alors, il y a plein de concepts de psychologie sociale. Je sais que Benjamin, qu'on va inviter, il va nous parler de ça, qui parle de la thérapie des cadres relationnels, et qui va nous montrer aussi comment, en matérialisme, à partir de conditionnements sociaux, de relations langagières, mais concrètes, on peut structurer la conscience des gens, comment elle peut changer. On a l'impression qu'il n'y a que la psychanalyse qui s'est intéressée à la psyché humaine chez eux. Alors oui, c'est sûrement ça qui est enseigné dans les facs où ils sont allés, peut-être, tu vois. Mais il n'y a pas que ça. Et ça, c'est aussi un reproche, mais dont on va reparler dans la série sur la chaîne principale. Leur bibliographie, elle est surannée, mais à la moelle, tu vois. Moi, ça me gêne pas d'utiliser de la psychanalyse. Encore une fois, moi, je trouve des trucs intéressants. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui spéculent. Donc, des fois, ils ont des éclairs de génie, les psychanalystes. Et des trucs, moi, je trouve, wow, putain, tu te dis, le gars, il a pensé un truc de ouf. Et puis, des fois, c'est un peu de la merde et tout. Le problème, c'est qu'il les prouve jamais. Mais il y a énormément de littérature scientifique sur les gens qui ont tendance à dominer les autres, à jouir des autres, ce qu'elle appelle les pervers. Il n'y a pas que la psychanalyse qui explique tout ça. Et nous, on dit pas que c'est Karl Marx qui explique tout ça. On dit pas ça. On dit par contre que les explications matérialistes, psychologiques, qui sont basées sur des études concrètes, qui sont basées sur des explications soit expérimentales, soit sur des études de masse, de cohorte ou des choses comme ça, nous paraissent plus proches du réel, même si elles sont sûrement perfectibles, et qu'elles sont surtout pas en contradiction avec le marxisme. C'est-à-dire qu'elles ne rentrent pas en contradiction avec le marxisme, et c'est ça qu'on leur demande. Elles peuvent s'intégrer dans le marxisme, comme science totale de la totalité humaine. On ne parle pas d'une guerre d'il y a 40 ans, là. On parle d'une guerre en cours. Ce qu'on essaye de comprendre, c'est la totalité des gens, des soldats qui agissent pour aller à la guerre. Quand elle parle des 1%, je ne sais pas combien ça représente, mais des 1% de soldats qui sont objecteurs de conscience, je veux dire, dans la période, on s'en moque de savoir comment l'expliquer. Parce que ça n'a aucun espèce d'impact pour empêcher cette guerre dégueulasse. Donc, venir applaudir ça, c'est honteux. Quand tu dis venir applaudir, c'est quoi? C'est le public? Le public, voilà, qui nous dit « Ah, les marxistes, ils savent pas faire ça, ils savent pas expliquer les objecteurs de conscience. » Déjà, comme tu l'as dit précédemment, on sait le faire. Et deux, même si on savait pas, cet exemple est honteux. Parce que c'est pas vraiment le problème, en fait. On est à 99% de soldats qui, justement, acceptent de mener une guerre génocidaire. C'est ces 99%-là qui font l'histoire, malheureusement. Donc c'est cela qu'il faut comprendre et empêcher. Et par rapport à... Non, mais attends, la différence, c'est que nous, on est léniniste, on est pragmatique, on se pose pas des questions qui servent à rien. Et c'est aussi un problème, ça, des universitaires, c'est qu'ils sont payés pour faire des théories. Ouais, et au bout d'un moment, ils doivent faire des théories sur des théories sur des théories sur des théories. Et ils peuvent attaquer le marxisme en période de fascisation sur un génocide où
quand même, historiquement, on va dire que les marxistes sont pas trop mal placés sur la question palestinienne, hein, peut-être mieux que les psychanalystes, et sur des questions qui sont pas vraiment des questions, comme tu dis, qui se posent, tu vois. Oui, qu'il y ait des mecs, moi je les ai commentés, ces vidéos dégueulasses de soldats israéliens qui mettent des sous-vêtements de meufs qui sont probablement décédées ou qu'ils ont peut-être violées ou je sais pas trop quoi. Oui, c'est dégueulasse et c'est horrible. On peut l'expliquer par tout un tas de courants psychologiques, peut-être la psychanalyse, mais bon, je suis pas sûr que ce soit les meilleurs pour ça, et la psychologie sociale, et plein de psychologies qui sont beaucoup plus matérialistes. Mais c'est même pas le problème du génocide actuel, et de comment est-ce que ça s'explique. Ça s'explique historiquement par la colonisation, par tout un tas de choses que le marxisme explique, et on lutte comment? On lutte en soutenant la résistance palestinienne. Basta, tu vois, il n'y a pas besoin de commencer à faire des théories psychanalytiques sur ça, tu vois. Exactement, et surtout qu'en plus, là où elle fait exprès de dire les deux extrêmes, là, les deux 1% ou les deux 0,5%, c'est les objecteurs et les gens avec des vêtements. Alors, spoiler alert, Sandra, les objecteurs de conscience, c'est vraiment un épiphénomène. Les gens qui portent des sous-vêtements de femmes et qui humilient des femmes pendant la guerre, ça, c'est pas un épiphénomène. C'est effectivement le Snapchat avec un soutien-gorge, oui, ça te paraît un point de détail. Mais ça s'inscrit directement dans ce que c'est de détruire un peuple, de violenter ses femmes, d'humilier ses femmes, d'humilier les hommes, etc. Et ça, c'est pas un phénomène arbitraire, archaïque, etc. C'est un phénomène de masse. Humilier les femmes, les posséder, les rabaisser, etc. Quand on est dans des processus coloniaux, impériaux, etc., ça s'explique effectivement par des sujets collectifs nationaux, suprémacistes, et ça s'explique sûrement pas par de la psychanalyse de la perversion. Parce que justement, ce qu'elle voit comme un épiphénomène de jouissif, de lingerie, nous, on va l'insérer dans un phénomène général de la colonisation et de la violence impériale et suprémaciste d'un peuple sur un autre. Donc, elle se gourre complètement, elle fait du radicalisme sur un plateau télé, alors qu'il y a un génocide en cours, pour nous expliquer qu'on ne saurait pas expliquer les 1% d'objecteurs de conscience dont on n'a rien à foutre quand on est contre le génocide. Et deux, elle utilise en symétrie le phénomène de violence des femmes comme si c'était arbitraire ou pointilleux, alors que c'est un phénomène général de la violence coloniale. Donc c'est zéro de A à Z, c'est ridicule sur le plan scientifique, ridicule sur le plan explicatif, et c'est obscène sur le plan moral. Il n'y a rien qui va. Les gens qui ont applaudi ça, réveillez-vous, quoi. C'est ça qui est désastreux dans leur proposition. C'est qu'ils ne voient visiblement pas qu'il y a un investissement personnel individuel. Désastreux. Mais non, le désastre, c'est ce qui se passe à Gaza pendant que vous, comme tu disais tout à l'heure, les spécialistes de la théorie, payés pour faire de la théorie, vous faites du pointillisme. Nous, on est des peintres en bâtiment. Vous voyez, on est dans le concret. Tu ne sais pas repeindre la façade. Quand tu sauras tremper un rouleau dans la peinture et te lever à 5h du matin pour le repeindre, tu viendras me parler. Dans leur proposition, c'est qu'ils ne voient visiblement pas qu'il y a un investissement pulsionnel individuel différent en fonction des rencontres de corps locales qu'on a faites, de la manière dont ça s'est... Mais franchement... Oh là là, mais oui, Sandra, on ne sait pas que les individus sont différents, des histoires de vie différentes. Je suis littéralement psychiatre, en fait. Je passe ma vie à voir des gens qui ont des histoires différentes, où on te les oriente en te disant « Ah bah tiens, lui il est dépressif, ah bah tiens il est dépressif, ah bah tiens il est dépressif », et 10 personnes dépressives ont 10 histoires différentes. C'est une évidence. Mais personne ne pense l'inverse, tu vois. Personne ne pense que les individus sont des clones, des pantins des structures. Tu vois, si, les althusériens pensent ça et on va en reparler. Mais c'est dingue quand même, tu vois. Non, mais c'est hallucinant. Et je te dis, la question, c'est à quoi ça sert ? Je ne comprends pas, quoi. C'est jamais la même chose qui se passe deux fois. Et tout à l'heure, tu disais qu'il te faisait penser à Althusser. Oui, ça me faisait penser au débat des années 50 entre Sartre et Althusser. Mais oui, vas-y. C'est exactement ça. Là, c'est incroyable. Vous allez voir la culture d'Iliès et de Sandra Lucbert. Ouais. C'est-à-dire, Sandra Lucbert qui bosse avec Frédéric Lordon sur un bouquin spinoziste, matérialiste, qui est tout à fait dans la filiation d'Althusser, tu vois. Ouais, critique des marxistes qui passent leur temps à taper sur Althusser en mobilisant que des anti-althusériens, Lucien Goldman, Lucien Sèvres, Michel Kluskar, même tu prends des gars comme Lukács, à la limite, et moi entre Sartre et Althusser je préfère Sartre. Bien sûr, on a toujours dit ça. Tran Duc Tao, on mobilise que des anti-althusériens. Et on pourrait dire, si Althusser s'est réincarné, il s'est réincarné en Sandra Lucbert. C'est vraiment ça, tu vois. En plus, il n'y a aucune bataille entre Sartre et Althusser, c'est vraiment ridicule. Sartre, entre Sèvres et Althusser, mais oui. Sartre se bat avec Aron, avec Camus, etc. Althusser se bat contre des marxistes, contre Goldman, contre Sèvres, etc. Et après, il se battra contre le PC de Bocara. Vraiment, ça démontre une inculture totale. Et on va le voir, ça va être encore pire.
Juste pour ceux qui, parce qu'il y en a qui connaissent peut-être pas trop, Althusser, c'est un marxiste qui a écrit 2 livres très connus qui s'appellent Lire le Capital et Pour Marx, qui sont des ouvrages collectifs d'ailleurs, qui développent un marxisme très spinoziste, très mécaniste, déterministe, comme ça, donc qui pourrait vraiment ressembler à l'entreprise de renouveau de Spinoza de Sandra Lucbert, quoi. Mais donc on va voir ce qu'elle nous en dit. Parce qu'Althusser, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, il y avait ce slogan qui était écrit sur les murs de Paris à l'époque, de la Sorbonne en particulier, qui disait « Althusser à rien ». Oui, mais pourquoi, Sandra ? Pourquoi est-ce que les étudiants marquaient des slogans de Lucien Goldman, les structures ne descendent pas dans les rues, et Althusser à rien sur les murs ? Peut-être parce qu'ils étaient d'accord avec nous et pas avec toi. Alors, ce qui est bien, comme on sait qu'ils regardent nos capsules, hein, puisqu'ils l'ont dit dans des textes et dans des interventions, on est content d'avoir appris ces 2 phrases-là à Sandra Lucbert, qu'on ne retrouve dans aucun de ses livres. Ou alors qu'elle nous dise, parce que je ne les ai pas tous lus, mais j'aimerais bien si elle nous dise qu'elle a cité ces 2 phrases-là, soit dans des articles antérieurs, soit dans ses livres, en tout cas, c'est pas dans Pulsion. Parce que nous, on a fait l'explication avec Zoé dans d'autres capsules de Les structures ne descendent pas dans la rue et Althusser à rien. Donc, comme tu dis, pourquoi il faisait ça ? Voilà. On va essayer d'avoir l'explication. Althusser à rien. C'est parce que, moi j'aime beaucoup ce truc, c'est parce qu'Althusser, comme les marxistes couteaux suisses, il avait une idée des structures immobiles. Non mais là, c'est une putain de catastrophe. Ouais. On passe notre temps, alors Lucien Goldman parle de structuralisme génétique, on passe notre temps à montrer le développement justement de sujets collectifs qui portent des structures. Spoiler, la bourgeoisie n'a pas toujours existé. Et le capitalisme qui est porté par la bourgeoisie n'a pas toujours existé. Personne ne pense en marxisme que le capitalisme est une structure fixe, immobile, transhistorique qui aura toujours lieu. Personne ne pense ça, tu vois. Et c'est pour ça qu'on pense que Althusser, en dernière instance, il est même pas marxiste. Parce que justement, il est fixiste, structuraliste, déterministe et tout ça. Alors, on peut nous prendre en disant oui, machin, vous dites que tout le monde n'est pas marxiste. Non, il y a des gens qui sont marxistes, qui pensent la transformation de la société comme une totalité, comme une lutte entre sujets collectifs, entre classes et tout ça. Il y en a des gens qui pensent ça, nous on pense qu'ils sont marxistes. Les gens qui pensent que les structures sont figées et sont déterminées ne sont pas marxistes, ils sont plutôt spinozistes. Et on pourrait ranger Sandra Lucbert là-dedans, qui du coup est obligée d'aller mobiliser, comme le faisait Althusser, la psychanalyse pour essayer d'expliquer l'individu, étant donné que c'est pas des dialecticiens et qui comprennent pas les dynamiques structurales en rapport avec des sujets collectifs dans lesquels s'insèrent des individus. Ils sont pas capables de comprendre l'individu, et donc ils sont toujours en train de faire soit de l'individualisme par la psychanalyse, Althusser fait ça, c'est lui qui réintroduit Lacan en 1963 à l'ENS, et de l'autre côté, un structuralisme figé, tu vois. Et ils sont dans ce dualisme-là, entre l'individu et la structure, sans jamais comprendre qu'entre l'individu et la structure se trouvent des sujets collectifs qui font l'histoire. Et ça, ils ne le comprennent jamais. Donc c'est vraiment trop bizarre de nous retourner ce truc-là, tu vois. Avec leur système, non seulement on n'explique pas l'appropriation individuelle, mais on n'explique pas le mouvement dans les structures. Alors pourquoi ça reste pas immobile ? Quoi ? Non mais la lutte des classes, c'est quoi ? C'est marrant, hein, parce que c'est toujours la même technique. On réduit le marxisme aux marxistes les plus antidialectiques et les plus fixistes, soit les économicistes, soit maintenant c'est Althusser. Moi, j'invite tous les gens à taper dans la barre de position revue, hein, le compte de position revue, tous les trades, etc. qu'on a fait, de taper Althusser, puis de voir le nombre de fois ce que j'ai dit sur Althusser. Renseignez-vous. Donc, allez voir toutes nos vidéos, vous tapez, vous pouvez peut-être même faire un codage, ouais, je sais pas trop quoi. C'est ça. Vous tapez Althusser dans la translation YouTube et vous verrez ce qu'on pense d'Althusser. Exactement. Non, mais moi, ce qui me fait marrer, c'est que leur travail en plus ressemble à du travail althusserien, tu vois. Et donc, oui, effectivement, le structuralisme althusserien et du structuralisme non génétique, comme dirait Lucien Goldman, n'explique pas. C'était tout le problème des années 60. C'est pour ça qu'on cite Goldman, parce que c'est quelqu'un, justement, qui considère Althusser et les structuralistes non génétiques comme ahistoriques. Donc, justement, qui n'est pas capable de penser l'histoire et donc les mutations des structures. Donc, moi, j'invite Sandra Lucbert à lire Lucien Goldman, ou à lire même Lukács, si Lucien Goldman, c'est trop niche pour elle. Là, déjà, c'est catastrophique, parce que c'est vraiment, elle parle de quelqu'un qui est beaucoup plus proche d'elle que de nous, comme tu l'as rappelé. Évidemment. Parce que quand elle parle tout à l'heure des rencontres, etc., bon. Alors, on va faire un petit cours sur Althusser. Althusser est un structuraliste ahistorique, incapable de penser la mutation des structures de toutes les années 60-70. Quand tu dis pourquoi c'était marqué Althusser à rien, parce qu'Althusser était quelqu'un d'extrêmement célèbre, il paraît qu'on se bousculait pour aller dans ses cours, etc. Quand il écrit « Lire le Capital », ça doit être en 64, quelque chose comme ça. Il est extrêmement célèbre. Il se passe un événement qui s'appelle 68, mai 68. Et 68, c'est pas simplement en France, hein, c'est partout dans le monde, il y a des révolutions. Il y a Prague, il y a les révolutions de droits civiques, etc. aux États-Unis. Donc, pourquoi les gens écrivent althusserien ? Parce que ça veut dire que le mécanisme structuraliste d'Althusser est incapable de penser les sujets révolutionnaires et leur lutte. Donc, ils disent « Althusser à rien, tu nous as montré qu'un monde était fixiste. » Je rappelle ce que c'est Althusser.
le procès sans sujet. On ne parle avec Padu que de la réintégration du sujet. On l'a fait dans toute cette capsule-là. Le procès sans sujet, ça veut dire que l'histoire est un procès sans sujet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet historique. Nous, on passe notre temps à dire que les classes sont des sujets historiques, les sujets collectifs sont... Mais justement, le sujet collectif, c'est dans le nom. Sujet collectif, ça ferait s'arracher les cheveux à Althusser, sujet collectif. Mais c'est quelqu'un qui a dit le procès sans sujet, c'est quelqu'un qui nie ça. Donc, c'est sa pensée. Dans les années 70 et après mai 68, il commence à un petit peu baisser. Et en fait, dans les années 70, c'est une époque beaucoup plus insurrectionnelle, beaucoup plus révolutionnaire, etc. Il est incapable de répondre à son époque avec sa théorie. Et donc, il va inventer le matérialisme aléatoire qui s'appelle autrement le matérialisme de la rencontre. Exactement ce qu'elle vient nous pondre ici. Alors moi, je vais vous dire, Sandra Lucbert et Frédéric Lordon sont la farce althussérienne. Vous voyez, quand Marx disait « l'histoire se répète toujours deux fois, d'abord comme une tragédie, ensuite comme une farce », eh ben, la tragédie, c'était Althusser, et la farce, c'est Sandra Lucbert. Parce que c'est exactement le même problème d'avoir d'abord un spinozisme extrêmement rigide, déterministe, qui ne répond pas à l'histoire, et maintenant que le monde devient un peu plus insurrectionnel, un peu plus révolutionnaire, d'aller vers la psychanalyse et le matérialisme aléatoire de la rencontre. Ils ont exactement le même chemin intellectuel, ils viennent d'un spinozisme rigide, ils ramènent de la psychanalyse pour faire de l'aléatoire et de la rencontre, parce qu'ils sont incapables de penser l'histoire, ils sont incapables de penser à l'extérieur de leur sujet collectif, et donc ils sont la farce althussérienne qui se répète une seconde fois. Mais tu me disais d'ailleurs qu'il faisait partie d'un cercle. Tout le monde sait ça. Que je connaissais pas. Ah, moi je savais pas. Tout le monde sait ça, je savais pas. Tout le monde sait ça. Les gens qui en parlent. À l'époque, Pierre Macheret, très connu de commentateur. Il y avait dans le groupe autour d'Althusser, il y avait Macheret, il y avait Balibar, il y avait Rancière, etc. Et il s'appelait comment ? Il s'appelait un nom qui est pas formel, hein, mais qui est connu. Le cercle Spinoza. On y retourne. Le cercle Spinoza. Voilà. Donc le spinozisme dans le marxisme était une tragédie dans les années 60, c'est une farce aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le patriarcat est autant contesté aujourd'hui ? Il y a bien un mouvement. Le mouvement, il vient d'où ? Il vient du fait... Alors oui, pour le coup, nous, ça on l'explique toujours, oui, c'est par rapport au sujet collectif femme, à son émancipation aussi et son intégration dans le prolétariat, enfin oui, on en parle souvent quand même. Qu'il y a des appropriations individuelles qui peu à peu se rencontrent, se combinent, produisent un effet de généralisation et déplacent la structure. Voilà. Donc... Non mais attends. Oui, mais elle pense la lutte contre le patriarcat à partir de l'individu là. Ouais. Pas à partir du sujet collectif femme et de son action dans l'histoire. Mais ça, donc encore une fois, elle oppose structure et individu. Mais ça, c'est Deleuze, tu sais. Deleuze a à un moment une explication disant au départ, les individus qui commencent à se rebeller. Il y a un paysan qui a refusé d'enlever son chapeau devant un noble. Il faudrait retrouver ce premier paysan, tu sais, qui a refusé d'enlever ce chapeau. Et c'est ça leur vision. Ah ben, il y a un moment, et puis par la rencontre, il a convaincu son copain. Eh non, on n'a qu'à arrêter de relever notre chapeau devant les nobles. Et puis dans 200 ans, comme ça, il n'y aura plus de nobles. Non, la question n'est pas ça. La question, c'est qu'est-ce qui lui a permis, à ce moment-là, de pouvoir retirer son chapeau sans qu'il finisse pendu à un arbre. C'est ça la question historique. Qu'est-ce qui a fait, quelle nouvelle structuration sociale a fait que ce paysan-là, au XVIe siècle, ait pu se permettre de ne plus retirer son chapeau sans être mort ? Parce qu'il y a une époque où il serait mort. Et donc, il n'aurait pas pu rencontrer d'autres gens, etc., qui auraient fait pareil. Vous voyez ? Donc le jeu dans la structure, dans leurs propositions, on ne peut pas l'expliquer. Donc en fait, c'est pour ça que je dirais que leur proposition, elle est complètement, c'est une impasse, de la même manière que celle d'Elisabeth Roudinesco. Et alors le plus amusant, parce que là on en arrive à la manière dont moi ils m'ont effacé, je sais pas pour les gens qui n'ont pas suivi cette triste histoire, en fait ils ont attaqué notre livre qu'on a fait avec Frédéric, sans l'avoir lu, ce qui est tout à fait à leur crédit, et ils l'ont attaqué en... Ouais, ça c'est faux. Je vais vous dire un peu. Ouais, je vais vous dire un peu ce qui s'est passé. Moi, j'ai critiqué parce que déjà leur démarche, en fait, pour moi, leur démarche est spéculative de base, c'est-à-dire faire une espèce de genèse abstraite d'un sujet, c'est ce qu'il faut pas faire parce que c'est purement spéculatif de faire la genèse d'un sujet abstrait. Et donc, j'ai toujours critiqué Lordon et Lucbert. Toujours, vous regardez mes tweets sur le sujet, vous tapez Lordon ou Lucbert et vous verrez qu'en fait, c'est le même tweet parce que c'est toujours critique de Lordon et Lucbert. Et après, comme Frédéric Lordon a tapé sur les marxistes congélateurs, on a répondu sur Frédéric Lordon. Et c'est vrai, du coup, sans parler de Sandra Lucbert, et si elle l'a mal pris, je peux le comprendre et je m'en excuse. Mais juste, ce qui s'est passé après, c'est qu'on avait fait avec Chris un épisode 2, un épisode 3, et je crois que c'était l'épisode 3, où on parle que des interventions de Lucbert.
Et là, on s'est dit, on va pas le publier pour plusieurs raisons. Parce qu'on avait l'impression d'être un peu semards déjà, parce qu'on trouve que quand même, il y a un intérêt à écrire leur livre. Moi, il y a un intérêt à parler de psychologie matérialiste et je veux pas juste pointer les mauvais points, quoi. Et c'est pour ça qu'on est en train de faire une série de vidéos, et notamment avec Benjamin, qui est chercheur là-dedans, pour pouvoir proposer aussi, nous, des pistes psychologiques matérialistes. Parce que c'est facile de critiquer, c'est toujours plus dur de proposer. Donc, on voulait faire quelque chose de plus constructif, on va dire, prendre au sérieux leurs propositions. Et puis, on s'est dit, si on tape tous les deux sur une meuf en plus pendant 1 heure, c'est pas forcément cool. Alors, c'est peut-être con de dire ça, mais on s'était dit, voilà, c'est peut-être pas forcément cool. Et du coup, on publie pas la vidéo. Et elle nous dit, vous avez pas parlé de moi. Et c'est vrai, mais à la fois, si on avait publié la vidéo, elle aurait pu dire, ils ont fait une vidéo tous les deux pendant 1 heure sur moi, c'est pas cool non plus, ça peut être aussi vu comme étant quelque chose de misogyne. Et ça pose un problème qui est un peu complexe, quoi. Il faudrait pas parler toujours des deux en même temps, je trouve ça plus dur, tu vois. Non, mais moi j'ajoute ce que tu disais, c'est parce que c'est Frédéric Lordon qui a prononcé la phrase marxiste congélateur sur le marxisme, en fait. Si ça avait été elle. Tout comme là, on tape pas sur Frédéric Lordon, où on en parle vite fait comme un épiphénomène, tu vois, parce que là, c'est elle qui nous attaque. Voilà, quand c'est marxiste congélateur prononcé dans la bouche de Lordon, on attaque Lordon. Quand c'est marxiste, comment c'est ? Couteau suisse. On veut bien que ce soit quelque chose de tranchant, mais nous, c'est plutôt AK-47, mais voilà. Mais quand on répond à Luc Baird. Alors, vous avez l'habitude qu'on passe du React, on fait des trucs. On a eu ce double seum, je redis, parce qu'on s'est dit, non, le sujet est trop sérieux pour qu'on fasse une série de React en slip, comme on fait. Ouais. Et donc, on prépare des choses. Finement. Bon, ça fait 2-3 mois qu'on bosse dessus, quand même. Ça fait 2-3 mois, on a pris du conseil, on lit. Moi, je lis des trucs que j'aurais jamais lus sinon, mais qui sont très intéressants, notamment Sève. Moi, je suis un peu le spécialiste de Marx, mais sur Sève, Padu, il est bien meilleur que moi. Et sur la psychologie en général. Mais c'est Chris, il est jaloux. Je lis des trucs de Sève, je lui envoie des citations, il me dit faut que je commande le livre quand même, ça a l'air bien et tout. Ouais, je me dis, je peux pas être passé à côté de ça. Même si ça rejoint ce qu'on dit, c'est toujours génial. Moi, j'adore ça, découvrir des trucs. Donc on s'est dit, voilà, il faut qu'on fasse ça. En s'adressant uniquement à Frédéric. Ça s'appelait Le livre de Lordon. Je précise que j'ai fait ce livre avec lui, que j'y ai passé 6 ans de ma vie. Je sais pas si ça s'appelait Le livre de Lordon, ça s'appelait Frédéric Lordon nous clash, je crois. Non, mais en plus, on ne répond pas dans la capsule au livre. Non, on répond à Lordon sur le marxisme, sur on répond à Lordon sur le marxisme. Donc, ce qu'elle dit est faux. Voilà, ça va dans ton truc de mettre la pression sur le marxisme. Vous parlez du marxisme, vous clashez le marxisme, vous avez deux cocos qui vous mettent la pression. Maintenant, il y a une époque, je le redis, où les gens pouvaient parler, se targuer de l'étiquette marxiste, etc. Un peu n'importe comment, parce que c'est quand même un capital symbolique fort de parler de Marx, de citer de Marx. Ça fait révolutionnaire, ça fait de gauche radicale. Je vous le dis, cette époque est révolue. Et si les gens qui veulent nous faire croire que c'est parce que Wissam, parce que... Non. Reprenez notre biographie, vu que c'est une experte, Sandra Luc Baird, en biographie et en généalogie, remonte le fil. Le premier truc qu'on a fait, c'était sur Mélenchon. C'était Marx contre Mélenchon. C'était notre premier débat pour rappeler les bases du marxisme et arrêter de dire « Ah oui, mais c'est matérialiste parce que populiste, les réseaux, etc. » Donc il y a quand même un moment, c'est pour ça qu'ils se moquaient au début en disant « Est-ce que j'existe ?» Et donc j'ai dû faire un texte pour leur faire voir ce qu'ils ne voyaient visiblement pas, à savoir qu'ils ont un inconscient. Ils ne le savaient pas, mais nous on le sait maintenant. Ils ont un inconscient et cet inconscient a été informé par le patriarcat. Il y a une rencontre entre des structures psychiques et des structures sociales. Donc voilà, maintenant on le sait. Et donc dans l'inconscient patriarcal, c'est l'homme qui écrit, c'est l'homme le sujet de la pensée, et la femme, elle est décorative, elle est là sur la commode et on ne sait pas pourquoi elle est là. Donc c'est vraiment terrible. En fait, ils se sont fait doubler par leur propre inconscient qui nous montre à quel point leur théorie ne marche pas, quoi. Juste, alors là, je veux quand même revenir sur un truc, parce que ça, c'est un grand classique des psychanalystes dans l'histoire. Dès qu'ils ont un débat intellectuel, ils finissent par psychiatriser et psychanalyser en fait autrui. Freud le faisait beaucoup, expliquer que Ferenczi, en fait, il était à moitié psychotique. Ils expliquent toujours ça et ils finissent par psychanalyser sur de la spéculation. Alors moi, je veux bien qu'on ait peut-être une part d'inconscient misogyne, pourquoi pas. Encore une fois, si ça l'a choqué, pourquoi pas. Après, moi, j'ai l'impression que quand je parle, par exemple, d'Ouria Boutelja et de Statis Kouvelakis, je parle juste d'Ouria Boutelja. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'elle est plus connue. Peut-être que ça s'explique aussi parce que c'est elle qui a clashé le plus ou des choses comme ça. Enfin voilà. Le problème de ces explications-là, c'est que elles sont purement spéculatives parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte et peut-être que c'est pas monocausal. Peut-être qu'il y a à la fois, peut-être une part de misogynie incorporée, une part de Lordon, ça fait plus cliquer que Luc Baird, une part de c'est Lordon qui nous a attaqué, donc du coup on répond à Lordon. Enfin voilà, il y a peut-être plein de choses qui rentrent en jeu et le réduire justement à une en disant qu'on en est sûr, c'est dangereux parce que moi je pourrais dire le fait que Sandra Luc Baird se plaigne de ça et y aille sur le plateau de Dany,
qui a accusé quand même de violences sexistes et sexuelles envers une femme prolo noire, qui a dit voilà, que c'était arrivé à plusieurs, qu'elle allait avoir des témoignages et qu'elle n'attende pas les témoignages, qu'elle y aille, donc qu'elle lui permette de remplir une salle, de faire tourner son entreprise. Bah peut-être que c'est l'inconscient de femmes blanches, normaliennes, de classe supérieure de Sandra Lucbert. Peut-être qu'elle est, comme beaucoup de femmes blanches dans un féminisme blanc qui comprend pas trop les réalités des femmes noires et prolétaires, tu vois. Je pourrais dire ça. En réalité, j'en sais rien, tu vois. En réalité, c'est peut-être juste pour parler de son livre parce qu'elle pense que c'est important de parler de psychanalyse. Peut-être que c'est pour vendre son livre. Peut-être qu'elle fait ça et qu'elle est même pas au courant, en fait, des bails de VSS. Moi, j'en sais rien, en fait, tout ça. Et je vais pas venir prétexter que Sandra Lucbert fait ça pour ça et parce que c'est une femme bourgeoise et tout, elle s'en bat les couilles des femmes noires prolétaires. Et c'est ce qu'elle fait avec nous, tu vois. Et c'est tout le problème de cette spéculation psychanalytique, c'est qu'à ce jeu-là, en fait, personne ne va gagner. À ce jeu-là, on peut tous se trouver des poux. C'est assez facile comme jeu. Et à ce jeu-là, on sait très bien qui fait ça. D'ailleurs, tu l'avais dit l'autre jour, qui fait ça aujourd'hui. Tu as aussi des gens qui disent « Ah, vous avez viré Jérôme Genge d'une manifestation ?» C'est votre inconscient antisémite. C'est facile, tu vois. C'est dangereux comme truc parce que ça peut être tourné dans tous les sens. Quand tu fais du monocausalisme, alors c'est trop marrant de nous avoir réduit à de la structure, les rencontres, la finesse, etc. Et après arriver, boum, patriarcat. C'est comme s'il n'y avait pas moi, par exemple, qui a 3 fois moins de diplômes que Sandra Lucbert, qui a appris le marxisme pendant mes pauses à l'usine par rapport à elle, à Normal Sup, tu vois. Comme si ça rentrerait pas en jeu, tu vois. Tout ça, on peut le faire, vous voyez. Donc soit on vient voir les marxistes couteau suisse et on leur dit, vous pouvez pas tout expliquer avec marxiste, il faut de la finesse, etc. Ce qu'on peut entendre, on a répondu avant, mais voilà. Mais on sort pas après un couteau suisse du patriarcat pour pouvoir avoir raison. Il faut être un peu cohérent. Il y a des femmes marxistes, je sais pas si elle le sait, mais il y a des femmes qui sont pas psychanalystes et qui sont d'accord avec nous. Il y en a aussi, mais ça veut rien dire en fait, c'est pas parce que c'est des femmes qu'elles ont raison. Surtout pour aller ensuite faire du radicalisme, on l'a dit tout à l'heure sur la Palestine, mais ça en général c'est un classique, devant des gens qui sont pas toujours très conscients de leur inconscient patriarcal, parce que Kotla elle vient de dire, maintenant ils le savent. J'espère que les gens en face d'elle le savent aussi. Avant de l'applaudir, ça aurait été intéressant qu'ils nous parlent de leur propre inconscient. Et puis, l'idée de la femme et la potiche, quand on a traité notre camarade et ami de plante verte, c'est pareil. L'inconscient patriarcal, vous voyez, ça revient. Oui, ça les gens n'ont pas le sous-texte, c'est qu'Iliès considère que Zoé est une plante verte dans nos vidéos. Il l'a tweeté. Oui. Donc, retrouvez le tweet, vous voyez. Donc, vous voyez, même l'idée même de traiter une femme de plante verte, oui, ça va être soi-disant pour faire le retournement du cinéma. Rien que l'idée même de l'avoir prononcé, normalement, on pourrait déjà dire que c'est un inconscient patriarcal. Donc, comme tu dis, à ce jeu-là, c'est très facile de faire lever une salle et de l'applaudir. Et d'ailleurs, je suis très content si la recette s'est bien passée. J'espère que ce sera comme avec Nicolas Bedos, reversé à une association de femmes, parce que là, ça tourne en ce moment, cette blague chez Salamé, pour que tout le monde comprenne bien que le consentement, c'est important. Et donc voilà, cette idée-là, elle est bidon. Et moi, j'aimerais presque qu'on monte on pourrait même montrer notre vidéo de l'époque pour montrer qui a conscience de son inconscient quand on a justement décidé de ne pas sortir cette vidéo parce qu'on trouvait que ça faisait un peu trop seumard. J'ai toujours la vidéo dans YouTube Studio, on a même la date où on l'a... Voilà. Donc oui. Donc c'est assez minable, ça fait lever des foules, et très bien, on verra la suite. Ouais, mais c'est vrai que je me demande l'inconscient de quand t'as pas mal de plateaux ouverts parce que t'es normalien, t'es à Paris, machin et tout, et que tu peux te permettre de taper sur des gens en disant un peu n'importe quoi, parce que les trucs d'Althusser et tout ça prouve quand même qu'ils écoutent pas trop ce qu'on fait, tu vois. Il y a peut-être un inconscient, tu vois, de classe aussi, tu vois. Il y a peut-être un inconscient de devoir expliquer à des gens qu'on n'écoute pas, parce qu'elle a dit qu'on n'avait pas lu son livre, mais a priori, elle connaît ni nos travaux. Même moi j'ai écrit un texte, effectivement, c'est trop Loukachien. Et donc, c'est de la paraphrase, comme diraient certains, sur ce sujet. Donc, elle pourrait au moins le lire pour voir un petit peu si on a des positions ultra structuralistes. Moi voilà. J'ai une take psychanalytique, parce que je suis quand même psychiatre, je connais un peu la psychanalyse. Elle projette sur nous le fait de n'avoir pas lu la littérature sur la psychologie matérialiste. C'est-à-dire qu'étant donné qu'il y a énormément de littérature marxiste, de littérature aussi expérimentale, et même des trucs basiques, je sais pas, du Janet, du Piaget, du Zazo, des trucs comme ça, du Wallon, du vieux trucs, des vieux trucs qui des fois sont un peu passés, tu vois. Même ça, c'est pas dans leur bibliographie, tu vois. Alors les trucs modernes, actuels et tout, ça n'y est pas aussi malheureusement. Et peut-être que c'est une projection de pas avoir lu sur toi-même, tu vois, par un espèce de déni, tu vois, par un espèce de déni. Je pense qu'il y a quelque chose de psychanalytique à creuser, quoi.
Et vous voyez comme c'est un peu bidon, des fois les explications psychanalytiques, c'est monocausal, on peut pas le prouver, ça sert à rien. Ça sert un peu des fois à faire lever les foules. Et c'est pour ça d'ailleurs que la psychanalyse a été aussi battue en brèche pour ça, parce qu'ils arrêtent pas de dire que les neurosciences ont pris la place. Les neurosciences ont pris la place, pourquoi ? Parce que elles sont aussi plus efficientes. Et ça, faut quand même le rappeler, les TCC et les neurosciences aujourd'hui, si Chris a une dépression et qu'il me dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse, je préfère qu'il soit traité par quelqu'un qui se base au moins, même si c'est du positivisme, sur un peu d'analyse, qui a touché des corps humains, qui a touché des gens dépressifs et qui fasse une TCC et qui prenne un antidépresseur, plutôt qu'il aille voir un psychanalyste qui va essayer de refaire les chaînes de signifiants dans sa tête, qui a 9 chances sur 10 de raconter n'importe quoi et qui en plus va lui prendre 80 balles de l'heure, tu vois. Entre les deux, il y en a un qui est purement spéculatif et l'autre qui est positiviste. Je préfère le positiviste. Mais moi je suis d'accord, et si tu m'envoies chez un psychanalyste, je te demanderai ce que je t'ai fait de mal pour que tu me conseilles ça. Mais ce qui est marrant, c'est que la psychanalyse aujourd'hui, pourquoi elle est si décriée ? Déjà parce que tout le monde a compris après 100 ans son effet, de magie, tu vois, de beau parleur. Vous voyez, c'est pas pour rien que ce soit des gens qui sont romanciers, parce que c'est une romancière, Sandra Lucbert, vous voyez, qui s'intéresse à la psychanalyse. Parce qu'il n'y a plus que dans ce domaine-là du blabla que ça a encore un effet. Que ça a encore un effet waouh. Effectivement, 100 ans de thérapie psychanalytique ont montré que justement ça ne résolvait rien. Et on parle de rien de sérieux. Et s'il reste encore des psychanalystes, c'est justement pour faire payer 100 balles des bourgeois qui en fait n'ont pas vraiment de vrais problèmes, mais qui aiment entendre des gens parler de leurs problèmes. Vous voyez, donc il n'y a plus rien à résoudre. Il y a juste des gens qui ont trop d'argent et qui trouvent des subalternes psychanalytiques qui sont là pour leur parler de leurs problèmes, ne jamais les résoudre. Même pas de parler, des fois juste d'écouter d'ailleurs. Voilà, d'écouter. Des fois juste de serrer des mains. Parce qu'ils ne sont pas assez intenses pour devoir être résolus. Et effectivement, les vraies personnes qui ont des problèmes et des troubles sont obligées d'aller vers des thérapies effectivement plus positivistes, peut-être scientistes, plus violentes, etc. Voilà. Donc la psychanalyse n'est plus que ça, un délire de bourgeois et d'écrivains. Eh bien, très bien. S'il y a des gens qui pensent qu'on va faire la révolution avec ça, grand bien vous fasse. Mais ce ne sera pas notre team. De toute façon, il faut regarder aussi le sujet collectif qui porte le discours psychanalytique. Et qui, aujourd'hui, fait de la psychanalyse et va chez les psychanalystes ? C'est c'est peut-être un hasard. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu assez de rencontres. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est ça, en fait. Comme les processus historiques se font par des rencontres hasardeuses, aléatoires. Pareil, elle parle d'Althusser, elle mobilise un concept d'Althusser qu'au mieux, elle nie, c'est-à-dire le matérialisme de la rencontre, le matérialisme aléatoire, qu'au pire, elle ne connaît pas. Dans les deux cas, c'est une imposture. On ne peut pas lui faire confiance. Soit elle parle d'un truc qu'elle ne connaît pas, soit elle parle d'un truc qu'elle connaît, qu'elle fait semblant de ne pas connaître pour faire genre elle l'a inventé. Ça s'appelle, comme tous les psychanalystes, être un charlatan. Il y avait une phrase qui était marrante sur Ferenczi, c'était il est entre le génie et le charlatan. Et c'est vrai que t'as des trucs un peu géniaux et des trucs un peu charlatans. Non mais c'est pour ça que moi je dis, contrairement à ce que disent certains, je dis faut lire. C'est à thème Ben Arfa, avec des pincettes. C'est à thème Ben Arfa, quoi. Entre le génie et le charlatan. On saura jamais. Ça, ouais. Bon, est-ce qu'on arrête sur... Bon, c'est pas mal. Je pense ouais, sur un camarade, parce qu'on va nous dire oui, machin, vous débattez trop fort. On a un camarade qui pense quelque chose du débat et on voulait vous le mettre. C'est un camarade que Lucbert connaît peut-être, ouais. Un camarade qui va nous aider à dire non, mais c'est bien de débattre, c'est bien de s'invectiver et c'est bien de faire de la théorie. On le laisse intervenir. À toi, camarade. Il y a une situation de jeu de langage. Je sais bien le type d'attente que fait naître un moment comme celui que nous vivons, qui est un moment historique. Ce sont des attentes d'utilité et d'unité. Ne nous faites pas chier avec votre bullshit théorique, etc. Et puis, mettez vos différents de côté et vous en reparlerez une autre fois. Bon, c'était mon parti pris dès l'origine que je viendrais pour décevoir autant qu'il le faudrait, pas davantage, mais autant ces attentes-là. Je veux dire, si c'est pour nous faire venir et qu'on soit d'accord sur tout, très honnêtement, c'est pas la peine. Alors, en effet, chacun reste chez soi. Non, mais attends. Si c'est pour que je passe par tous les points d'un ouvrage de 1200 pages, c'est pas la peine non plus, on y passera la nuit. Donc, moi, je commence parce que c'est le début de la discussion. Et je trouve que tu te trompes en disant que je me trompe d'ennemi, puisque précisément ça, c'est couler à nouveau notre discussion dans les nécessités politiques de la conjoncture présente. Et moi, c'est pas ça que je suis venu faire. Ou plus exactement, je ne suis pas venu faire que ça. Par conséquent, qu'une divergence théorique, qui à mon avis
ne répond qu'à des critères je suis désolé de le dire, mais qu'à des critères de rigueur intellectuelle. Recoder une divergence théorique dans le registre de l'anathème, très honnêtement, c'est éviter l'obstacle. Quant à sacraliser Marx, c'est pas exactement mon genre. Non. Si tu savais quel rapport distendu j'ai, je ne sais pas si c'est à Marx, du moins au marxisme. En tout cas, moi, je me reconnais parfaitement dans cette merveilleuse formule de Bourdieu qui dit « Marx est indépassable à condition de le dépasser ». Bon. Il a tout bon, ce garçon, c'est qui? Ouais, il a, je sais pas qui c'est, mais il a tout bon, il a raison. Il faut débattre fort. Bon. Il faut pas forcément passer par les 1200 pages des livres pour pouvoir débattre de la théorie qu'il sous-tend. Voilà. Et puis c'est bien de pas recoder des divergences théoriques sur le codage de l'anathème. Hein, ouais. Surtout quand on se prétend spécialiste du langage et du codage langagier. Vous voyez. Donc cette personne, Frédéric Lordon, parle à travers notre bouche. Bon, à part la dernière phrase sur Bourdieu, de Bourdieu sur Marx, mais voilà, c'est le début d'une nouvelle divergence. Non, mais Frédéric, là-dessus, moi, je connais ce débat, je connais Frédéric depuis longtemps. Je le lis, contrairement à ce qu'on raconte. Il a entièrement raison. Et s'il y a un truc qu'on lui doit, c'est d'avoir su créer, effectivement, moi je suis pas du tout d'accord avec ses propositions théoriques, mais d'avoir su créer du débat à gauche. Il a tapé là sur Piketty, quand il a tapé sur les anarchistes, sur les libertaires dans Vif Sang, il a essayé dans Imperium de penser le souverainisme quand c'était évacué à gauche. Quelque part dans son champ, c'est quelqu'un de courageux, qui évite pas la bataille polémique, etc. Et ça, on le doit à Frédéric, et là-dessus, moi je suis parfaitement d'accord. Et cette vidéo, moi je l'adore, enfin cet extrait, je l'adore, justement pour ça, pour dire arrêtez de nous balancer des anathèmes quand on vient vous chercher sur du discours théorique et sur de la rigueur théorique. Arrêtez de faire croire qu'on n'a pas lu les livres parce qu'on n'est pas capable de vous réciter tous les 1200 pages de A à Z et que soi-disant qu'on ne vous considère pas. Non, on vient. Il n'y a pas du tout de mépris de classe quand tu es normalien et que tu dis à des gars qui ont un boulot, vous n'avez pas lu les livres. Alors déjà, on n'a pas tout le temps pour lire les livres, en plus on les lit. C'est ça le pire. C'est ça. On n'est pas payé pour ça, tu vois. On n'est littéralement pas payé pour ça. Donc non, il a complètement raison. Donc on vous renvoie tous à cette conclusion de Frédéric. Tout ce qu'il a dit de A à Z sur la controverse théorique, sur la bêtise de faire croire que parce que le moment est urgent, qu'il y aurait le fascisme en face de nous, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir des divergences et avoir des divergences fortes et des combats et des oppositions. Tout ça est bidon. Tout ça, c'est des gens qui, comme le dit Frédéric, refusent l'obstacle. Yes, bon, sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee, à vous abonner à cette chaîne, à la chaîne Padu, PADU, ma chaîne perso, la chaîne de Zoé. N'oubliez pas que ça reste des camarades, hein, Lordon, Luc Bert, c'est pas le problème. Et d'ailleurs, on va se retrouver sur, je pense, plein de questions et tout. Par contre, on a des vraies divergences théoriques et on va pas les mettre sous le tapis pour autant, parce que tant qu'on pensera être plus efficient qu'eux, on continuera à se battre pour ça. Et eux aussi, c'est normal. C'est normal. N'hésitez pas à vous abonner à Position Revue sur Twitter, à moi-même sur Twitter, Blue Sky, Zoé aussi, d'aller voir sur le site de Position Revue l'article de Chris sur le marxisme contre les post-marxistes universitaires. N'hésitez pas à aller voir les chroniques de l'exploitation sur Position Revue. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut, à plus. Et battez-vous.